This thing she said, the good deal is in the lodge and can't come out. But Harry saw Cooper come out of the lodge with Annie that night. Doc and Harry took him over to the Great Northern. But if the good Cooper is in the lodge and can't come out, then the one who came out of the lodge with Annie that night was not the good Cooper. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast qui cache son journal intime dans les toilettes pour hommes. Je suis le shérif Sofiane et cette semaine, Charlotte Horn du rayon parfumerie ne me rejoint pas puisqu'elle pensait que l'enregistrement c'était demain alors qu'en fait c'est aujourd'hui. Et donc je me retrouve tout seul avec notre invité de cette semaine. Il est réalisateur, scénariste et créateur de la série Irresponsable. Il nous avait rejoint pour parler d'un épisode de la saison 2 qui n'était pas génial de Twin Peaks. Et c'est un plaisir de l'accueillir à nouveau des années plus tard pour un épisode qui est quand même un petit peu plus sympa. Frédéric Rosset, re-bienvenue dans Lynch Planning. Merci beaucoup. En effet, bien heureux de venir parler cette fois de The Return. Comment t'as vécu la saison 3, toi? C'était à la sortie? Oui, c'était quand même un été assez fou parce qu'en parallèle, il y avait The Leftovers saison 3 aussi qui passait. Les deux meilleures séries de cette fin des années 2010 quand même. Même si, en effet, il n'y a rien qui égale Twin Peaks The Return, très clairement. Et que, comment dire, ça faisait 10 ans qu'on attendait quelque chose de la part de Lynch après Inland Empire. Et il nous donne ça, c'était un truc de fou, bien sûr. Ouais, toi qui bosses dans la télé, ça t'arrive souvent de tomber sur des scripts qui ressemblent à ce que Lynch propose dans Twin Peaks Return? Ah non, pas du tout. Ça n'existe pas. Hein. Non, on n'avait jamais vu ça avant et je ne sais pas si on verra ça un jour après, quoi. Mais on sait tous qu'il n'a pas écrit ça comme une série, mais comme un grand film et qu'il a coupé ça un peu à la zob, si on veut. Et on s'en fout. Alors que moi, oui, j'étais encore particulièrement plus dans ces années-là où je sortais vraiment de mes années de formation, d'écriture. J'avais plein de règles d'écriture typiques de série dans la tête et je vois une série qui s'en contrefou et qui fait autre chose et on s'en foutait tous, c'était pas la question. Je sais pas s'ils sont contre-fous, Lynch, c'est plus que... En fait, il n'adhère pas au format classique. C'est plutôt ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, t'as quand même dans cet épisode une scène de combien de minutes sur quelqu'un qui passe le balai. Ça, tu le verrais nulle part, en fait, quoi. Non. Et ça, je sais pas si c'est un je m'en foutisme ou c'est juste un besoin de créer constamment, même si on va au-delà de ce que la télé est censée faire, en fait. C'est drôle que tu parles de la scène du balai. Je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais un détail, c'est que quand je regarde l'épisode et que je vois la scène du ballet, je me dis oh, c'est l'épisode du ballet, parce que tout le monde se souvient de cette scène du ballet. Vrai. Ça a marqué. Et pour l'anecdote, j'ai écouté même récemment un podcast comment elle s'appelle, qui avait fait le podcast Ami, ouais, Anaïs Bordage. Anaïs Bordage, ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast récemment qu'elle a fait où elle parlait de cette scène et elle disait dans Twin Peaks The Return, il y a une scène qui dure 7 minutes d'un balai. Et du coup, je revois la scène qui commence, je regarde, je chronomètre, elle dure 2 minutes. Elle dure 2 minutes. Et donc, c'est là où tu vois que, alors je suis sûr qu'elle a vu 1000 fois cette saison 3 en plus, mais il y a notre cerveau à imprimer un temps long pour ce truc en disant mais on exagère quand on en parle, mais parce qu'en effet c'est... Et je pense aussi que cette scène d'ailleurs souvent servait d'exemple pour ceux qui adorent et ceux qui détestent. Il y a ceux qui adorent, disaient la scène du ballet, c'est vraiment, on peut voir ça nulle part ailleurs, c'est génial. Et il y a ceux qui disent la scène du ballet, on voit ça nulle part ailleurs, c'est complètement con. Ouais. Lynch fout de votre gueule. Ça a été, c'était une scène très marquante. C'était un bon test, quoi. Ouais, c'était oui, voilà, tout simplement. Ouais. C'était un bon test pour voir si t'adhères ou t'adhères pas. Et il y a quelques scènes comme ça, par-ci par-là dans la saison où vraiment, si tu ne sais pas vraiment comment aborder le cinéma de Lynch, c'est clair que tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et ça, c'est pendant beaucoup de la saison 3 et c'est ce que je trouve génial. Et tu te rappelles un peu les réactions à cette époque-là où
à peu près vraiment toutes les scènes étaient complètement décortiquées au point que les gens voyaient des signes dans presque tout. C'était tellement drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui font ça, en fait, où vraiment à chaque épisode, t'as l'impression que chaque scène est importante. Moi, la dernière fois que j'avais vécu ça, c'était pour Lost. Ouais, J'allais voilà. sur les Ouais. forums, Très bon notamment Allociné, mais pas que, où on en parlait avec passion. J'ai découvert les forums pour ça. Je n'allais jamais sur des forums avant et c'était seulement pour Lost que j'avais découvert ça. Et donc, c'est la seconde et unique fois que j'ai revécu ça. Alors, c'est mon dernier grand souvenir de Facebook. C'était sur Facebook, ça se passait. Mon grande époque où Paco Mtielman allait encore sur Facebook, je m'en souviens très bien, il en parlait beaucoup, mais il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de passionnés. Il y avait un groupe Facebook, je ne sais plus comment il s'appelait, mais Something is Something. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'était un. Et c'était un. Il était encore très actif jusqu'à récemment, je crois. C'est pas un forum, mais donc ce groupe Facebook. Et oui, non, c'était assez tout le monde était fasciné. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que je regardais les épisodes vraiment le jour J de la sortie, sauf 2 épisodes parce que je suis parti en vacances alors que c'était diffusé. Du coup, il y a 2 épisodes que j'ai dû rattraper après ces vacances parce que j'étais à l'autre bout du monde, c'était impossible à regarder à ce moment-là. Et alors, j'ai eu le pif parce que je suis parti juste avant la diffusion de l'épisode 8. Donc, je voyais sur les réseaux sociaux à l'autre bout du monde les gens s'enflammer. Et du coup, j'ai coupé. Alors, ça m'a aidé à couper les réseaux et à profiter de mes vacances parce que je me disais, bon, il se passe un truc, mais je veux rien savoir. Et donc, j'ai découvert l'épisode 8 dont on ne va pas parler aujourd'hui. On ne va pas parler aujourd'hui, mais 2 semaines après tout le monde, quoi. Mais par contre, pas comme Tielman va nous rejoindre pour en parler normalement si tout se passe bien. Et Anaïs Bordage devrait aussi nous rejoindre dans les prochains épisodes, je sais pas lequel. Et j'étais passé dans Ami pour parler de Lynch une fois aussi. Je l'avais écouté, c'était Ouais, c'était très sympa. Est-ce que tu as quelque chose à dire vis-à-vis du décès de Lynch depuis qu'on ne s'est pas vu entre deux, Lynch est décédé. Donc, c'est vrai. Est-ce que tu as une chose à dire sur ce qu'il représentait pour toi? Que dire? Ça doit être un de mes derniers grands moments de réseaux sociaux, là où depuis j'en suis vraiment dégoûté, j'ai complètement quitté X, puis au même moment où Lynch est mort, mais même un peu partout, quoi, j'ai vu beaucoup de gens être très émus de la mort de Lynch, et il y avait vraiment un sentiment que c'était quelqu'un d'extrêmement important pour énormément de gens. Et ça m'a fait un peu chaud au cœur parce que, alors j'étais pas surpris, je savais que c'était le cas, mais à ce point-là, je crois que j'ai rarement vu autant de réactions sur la mort d'un artiste aussi important que Lynch, en fait. Vraiment, je pense pas avoir d'autres exemples. Ça m'a beaucoup ému, même si on le savait tous que ça allait pas, quoi. Ouais. Mais ça, évidemment, ça a été vraiment un choc. Il nous a fait le coup de mourir juste après Le Pen. Il nous a un peu gâché la fête, quoi. C'est vrai, tiens. C'était vraiment, c'est le en même temps nul, quoi. C'est à cause d'un Français qu'il est mort, techniquement. C'est un Français qui a foutu le feu à Los Angeles. Ouais. Après, il est mort de. On dit qu'il est mort du feu de Los Angeles, mais c'est comme. Ça n'a pas aidé, on va dire. Beaucoup de gens qui sont morts de maladies comme du Covid. En fait, ils étaient déjà condamnés. En fait, c'est juste que ça. Et donc non, mais Lynch. Par exemple, avant la mort de Lynch, quand on me demandait c'est quoi ton film préféré, je disais oh j'en sais rien. C'est une question un peu con quoi à répondre. Depuis qu'il est mort, je réponds Mulholland Drive. Et c'est marrant, mais c'est parce que j'ai vu à quel point tout le monde avait ce même passé commun que moi j'avais avec Lynch, parce que Lynch, vraiment, pour moi, Mulholland Drive, il est sorti, j'étais en 4e, j'étais un adolescent, je me prends ça en pleine face dans une salle de cinéma. Mon rapport au cinéma était plus le même après avoir découvert Mulholland Drive. Mais je trouvais ça presque un peu cliché de dire que mon film préféré, c'est Mulholland Drive. Ouais. Et bizarrement, maintenant, j'en ai plus rien à fiche. Je l'assume parce que je vois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était l'un des plus grands. Et en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'être comme tout le monde. En fait, je sais pas comment dire. Enfin, tout le monde. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Le mainstream, en fait, quoi. C'est ça, t'avais peur du mainstream et maintenant tu t'es rendu compte non, le même. Alors, la double casquette mainstream, mais tout en étant aussi un peu péteux pour certains gens, tu vois. L'entre-deux, quoi. C'est le mainstream artistique. Ouais, le même genre où tu dis mon film préféré c'est 2001 de Kubrick, tu vois, c'est dans la même catégorie. On s'en fout, c'est des films super, il n'y a pas à se prendre la tête. L'idée de se dire qu'il n'y aura plus rien qui sortira de Lynch,
me rend un peu triste. Ah si, non, si j'ai un autre truc à dire là-dessus, c'est que la mort de la mort de Hitch m'a rendu très triste, mais je crois que ce qui m'a rendu le plus triste encore, c'est de me rendre compte que je m'étais trompé sur Lynch, c'est-à-dire que je croyais qu'il avait arrêté le cinéma volontairement. Moi, je croyais qu'après Babylon Empire, il avait vraiment eu un côté ciao les nazes. Personne voulait faire ces films. J'ai plus envie. Enfin voilà quoi. C'était mon dernier geste. Et après, on a fait un autre de dernier geste qui était Twin Peaks saison 3 qui est quel fameux grand dernier geste, Ouais. tout de même. Mais je croyais vraiment que c'était quelqu'un qui se disait, en fait, je ne réapparais que quand j'ai quelque chose à dire, et à chaque fois, et au moins comme ça, je ne ferai pas une bouse. Le nombre d'auteurs que j'adore pourtant, mais qui ont une fin de carrière un peu ratée, il y en a tellement. Lui, c'est évidemment pas le cas, et je pensais que c'était parce il avait entre guillemets, l'intelligence de sortir du bois que quand il se sentait qu'il avait quelque chose à raconter. Et le fait d'apprendre à ce moment-là, parce que beaucoup de gens en ont parlé, qu'en fait, il avait absolument envie de faire un dernier film et que Une série aussi. une série et que il y a plein de projets dans ces tiroirs qui ne sont pas faits. Notamment, a priori, il y aurait un grand film dont tout le monde parle. Le scénario va peut-être sortir en... Quelqu'un l'a acheté, je crois. Si je me trompe pas, ça a été mis aux enchères et tous les scripts ont été achetés, mais on ne sait pas vraiment par qui. Ouais. J'aimerais bien le lire tout en me disant putain mince, je pensais pas. Je croyais vraiment que Lynch avait eu la filmographie qu'il voulait avoir. Et en fait, non. Et ça, c'est comme un second deuil, d'une certaine manière, de se dire zut, il y a d'autres œuvres qu'il voulait absolument faire qui n'ont pas pu se faire. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de créer tout le temps. Donc même au final, son art survivait grâce à la peinture, grâce à vraiment beaucoup de choses. Oui, en fait. même ses vidéos. Il sortait YouTube. des albums presque, ou alors des albums sur lesquels il avait travaillé. Presque tous les 6 mois, il y avait un nouvel album. Et moi, j'aime beaucoup cette Il partie. restait actif, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette partie. J'ai écouté le début de votre podcast où je vois que vous vous foutez beaucoup de la tête de sa collègue Christabel, FBI. ouais. Mais moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait en musique tous les deux Musicalement, ensemble. j'aime bien aussi, je Ouais. l'ai dit, que j'aime bien musicalement. Non, mais je tiens à le dire, j'ai reçu un message assez long d'une personne qui est fan de Christabel et qui m'a dit qu'on n'avait pas été sympa. Et en effet, je tiens à le dire, j'ai dû faire une ou deux blagues un peu déplacées et je vais être un peu plus sympa avec Christabel à l'avenir. Je sais pas si je vais être sympa avec Tammy, mais avec Christabel, je vais être un peu plus sympa. Fuck you, Tammy, on en Donc parle. voilà. Donc je fais mon mea culpa vis-à-vis de Christabel. Voilà, je suis désolé si j'ai pu froisser des gens et c'est vrai que la pauvre, au final, si Lynch avait un tel lien avec elle sur le plan créatif, c'est qu'il devait y avoir une raison, quoi. C'est qu'il matchait bien et c'est et ouais, je vous conseille d'écouter son dernier album, si je me trompe pas, c'est la dernière chose de Lynch. Son tout dernier album, je crois. C'est la dernière chose que Lynch a fait avant de décéder. Ça ou une vidéo YouTube peut-être, mais Oui. La météo peut-être. Oui. Parce que- Golden Sunshine. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur There is a Body Alright, la 7e partie de Twin Peaks The Return, dans laquelle Jerry fait un remake de Emek Aleumakes. Annie et Audrey sont mentionnés et on passe le balai. À Buckhorn, le lieutenant Knox se rend au commissariat pour l'histoire des empreintes digitales du Major Briggs. Donc le corps du Major Briggs n'a pas vieilli depuis les premières saisons, mais il est mort quelques jours avant le début de la saison 3. Et j'aime bien cette scène parce qu'au final, tout ce qui est autour de Buckhorn et de Major Briggs, ça avance vraiment très 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 lentement. Ça prend vraiment son temps pour nous expliquer que oui, c'est le Major Briggs, voilà comment il a fini là, où est sa tête, etc. Bon, sa tête, on l'a vu flotter dans l'espace. Mais cette scène a tout de même un moment assez tendu quand même, j'ai envie de dire, avec le woodsman qui passe derrière la cellule et on le voit juste se promener comme ça dans le commissariat ou la morgue, je sais pas exactement où on est. En fait, tout est exprimé par le bruit de l'électricité dans cette scène, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment au fond, on voit son ombre
Et plus il avance, plus on entend le bruit du crépitement. Là, je sais pas comment on pourrait le décrire. Et ces Woodsman me font penser à la dame dans Mulholland Drive derrière le diner, tu vois. Et je sais pas pourquoi Lynch est absolument obsédé par ces sortes de hobos avec le visage noir comme ça. C'est quelque chose qui revient souvent dans son cinéma et je me demande si quand il était petit, il a pas été complètement traumatisé par un gars qui ressemblait à ça. Ils sont inquiétants, mais surtout ils sont discrets. Ça veut dire, enfin, il y a une espèce ils représentent une sorte d'inquiétante étrangeté, mais presque en arrière-plan, littéralement, qui n'aboutit à rien dans la scène même, c'est-à-dire Sur le moment, qu'il n'est pas, il est inquiétant, mais il reste en arrière-fond et il est comme du poil à gratter. Il y a quelque chose de dérangeant là-dedans, mais il ne va pas pour autant intervenir. C'est peut-être ce qu'inspire Lynch quand tu te balades dans des grandes villes comme Paris et donc j'imagine Los Angeles, c'est pareil. C'est quelque chose de très tous ces SDF qui sont là et avec qui tu n'entres quasi jamais en interaction, mais que tu ne peux pas ne pas voir. Et tu décides d'une certaine manière de ne pas plus les voir que ça, parce que sinon ça te rend fou, cette injustice et tout ça, mais ça te gratte un peu le cerveau, quoi, de se dire qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi. Et d'une certaine manière, je pense que ce sentiment-là que tu peux avoir dans la vraie vie, il le met là, dans ce genre de scène, où j'imagine que c'est ça qu'il représente pour lui, ces SDF, quoi. On en voit un à Buckhorn dans la cellule avec son visage qui s'envole. Je sais pas si tu vois la scène. Dans cet épisode ? Non, dans un des épisodes précédents. Ah zut, alors non, je l'ai pas il est comme ça, il y a son visage qui s'envole. C'est pas vraiment expliqué non plus. Mais j'aime bien ce côté. Le mal est présent dans les institutions, c'est-à-dire qu'il était là en prison, là il est là dans la morgue. On dirait qu'il est toujours présent et que oui, c'est une figure qu'on a envie d'éviter un peu parce qu'on est dans les grandes villes et à Los Angeles, c'est totalement comme ça. Hein. À Los Angeles, il y a énormément de SDF, beaucoup sont défoncés au crack la plupart du temps. Et donc, tu vois des choses vraiment qui sont complètement bipolaires dans leur manière de... C'est-à-dire que tu vas voir un mec qui est payé pour promener les chiens d'une riche et à côté... un SDF qui ressemble limite au Woodsman en train de hurler des choses qui sont complètement incohérentes. Et c'est vrai que c'est un des trucs qui m'a choqué la première fois que j'ai mis les pieds à Los Angeles, c'est ça, quoi. C'est à quel point il y a vraiment deux mondes à Los Angeles. Mais même à Paris. Oui, là, même à Paris. Mais... Là, en arrivant chez toi, parce que donc, petite... mais là, figure-toi que juste en bas de ta rue, juste avant d'arriver et de sonner chez toi, il y avait un SDF qui pissait sur le mur, là, voilà. dehors. Et vraiment, j'ai vu ce mec et j'ai fait, tiens. C'est un motif, au final, qui revient dans le cinéma de Lynch. Mais parce que, quand on dit c'est des figures du mal, c'est pas que ce sont des êtres... méchants en eux-mêmes forcément, mais par contre le mal c'est le fait que c'est comment on les aborde en fait. Ces gens-là existent, sont dans des nécessiteux qu'on décide de laisser dans leur état et de se dire, et à nouveau de se dire bon bah ils sont là sans qu'on veuille vraiment les voir. Et ça, du coup, j'imagine que ça fascine Lynch parce que justement, c'est ce qu'il raconte toujours. C'est sous les apparences, on décide de faire comme s'ils n'existaient pas. Sous la pelouse, il y a les insectes. Quoi. Oui, ouais. Et ils sont pas si cachés que ça, en fait. On a des œillères aussi, quoi. Et donc, bon, voilà. Là, on extrapole un peu beaucoup sur cette scène. Oui, surtout que là, c'est un woodsman. Hein, donc, techniquement, c'est plus, c'est plus un bûcheron. C'est plus un bûcheron, mais il me fait vachement penser à ce personnage de moi, cette scène aussi, ce qui me en fait, plus que la scène, cette scène, elle est très bien en elle-même, mais ce qui me fascine, moi, quand... Pour rappeler le contexte, j'ai déjà vu cette saison 3 2 fois, mais même mon deuxième visionnage commence à dater maintenant. Et là, sans me mouiller la nuque, j'ai regardé directement cet épisode 7. Donc c'était un plongeon direct dans cette trame. Et quand j'ai vu cette scène, ce qui m'a surtout inspiré, c'est fascinant comment Lynch a dû se débrouiller pour raconter ce qu'il veut raconter, alors que que beaucoup de ces personnages clés ne peuvent pas être
techniquement dans la série parce que leurs interprètes sont morts. Ouais. Je sais qu'on dit beaucoup que The Return est un cercueil parce que beaucoup de gens sont morts juste après le tournage, maintenant Lynch lui-même, mais il y a aussi quelques personnages clés qui auraient été clairement dans The Return, mais qui sont morts Bob. avant. Et c'est pas n'importe quel personnage en plus, parce que c'est Bob, mais c'est aussi David Bowie et le Major Briggs, et c'est pas de peau. La Log Lady aussi, je dirais, elle était tellement malade qu'ils ont pas forcément. Oui, mais il s'est débrouillé pour la ramener. Mais en fait, il y a une autre scène plus tard dans Twin Peaks avec le shérif sur Skype, on en parlera, où tu te dis, c'est fascinant comment il se débrouille pour faire comme il peut, enfin voilà, en fonction de ce que les gens veulent bien lui accorder. Bob est donc aussi à nouveau Bowie et le Major Briggs, et c'est pas de peau parce que c'était des personnages pas si importants que ça sur les Bowie même pas dans la série elle-même, mais c'est des personnages qui étaient pas si importants que ça au début, et clairement ils devaient avoir un rôle majeur à ce moment-là, et ils sont pas là. Et donc Lynch et Frost, il est pas tout seul pour le coup, se disent bon bah faisons comme on peut, et donc Briggs c'est ce cadavre sans tête, et c'est assez fascinant de se dire voilà, Briggs existe toujours à travers ce qu'on peut représenter de lui, c'est donc un cadavre sans tête. Et donc en effet, alors c'est vrai qu'il y a ça, ils ont réutilisé l'image de cet acteur de l'époque dans l'épisode 3, je m'en souviens ça pour le coup. Et ça suffit à faire exister Briggs encore, et à le rendre ultra fascinant, et de continuer, parce que c'était un peu ça Briggs déjà dans les 2 premières saisons. Il est mystique un peu. Ouais. En fait tu te dis, on pourrait faire un spin-off sur lui, il a l'air de vivre des aventures incroyables. La saison 2 de Twin Peaks, la seconde partie de la saison 2 où il disparaît et il réapparaît à la fin, tu te dis j'aurais largement préféré suivre ce qu'il a vécu. On sait pas trop ce qu'il a vécu, mais c'est largement plus intéressant que ce que vit James ou d'autres couillons comme ça. Et mais c'est aussi le charme de Briggs, c'est tu sens que c'est un personnage qu'on a tellement plus sous la semelle que ce qu'on veut bien nous montrer, et c'est ce qui le rend fascinant. Donc là il continue à créer ça avec cette scène, je trouve. Dans son bureau, Gordon siffle du Rammstein devant une photo géante d'une explosion atomique. C'est un mood, j'ai envie de dire. Il y a même un tableau d'un épi de maïs à côté. Donc, si on récapitule un petit peu, il a une photo de Kafka, il a un épi de maïs et une explosion atomique dans son bureau. C'est l'un des premiers plans, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, c'est dans cet épisode !» Parce que ce plan de Lynch qui siffle avec la bombe atomique derrière, j'ai l'impression que c'est l'un des plans les plus connus de Twin Peaks The Return. Pour illustrer souvent Twin Peaks The Return, beaucoup d'articles, déjà parce qu'il y a Lynch lui-même qui est dessus, mais c'est une image importante, quoi. Et c'est vrai que c'est un sacré plan. Il médite, là, j'ai l'impression aussi. Il a les yeux fermés, il répète sa petite chanson en sifflant. J'ai l'impression que Gordon Cole médite autant que David Lynch, j'ai cette impression. Albert revient les mains vides et lui demande de dire « s'il te plaît ». J'aime beaucoup les interactions entre Albert et Gordon, parce qu'il y a un moment où Gordon fait semblant de ne pas l'entendre. Tu m'as très bien entendu. Et il dit, s'il te plaît. C'est vraiment un vieux couple, les deux. Oui, c'est un très bon échange. C'est très bien dialogué, en fait, à ce moment-là. Et les deux sont super. C'est un duo qui n'existait pas tant que ça, à mon souvenir, dans les 2 premières saisons, parce que soit Cooper était avec l'un, soit avec l'autre. Mais le fait que là, il manque Cooper, et que donc, du coup, maintenant, ça devient un duo. En fait, ce qui est marrant, c'est que Cooper ils sont tous les deux des goofies, mais d'une manière différente. Des personnages rigolos qui intéressaient avec Cooper. Et là, c'est vraiment l'Auguste et le clown blanc, en fait, quoi. Et du coup, c'est un super duo. C'est une super bonne idée de les avoir mis à ce point-là ensemble, quoi. Si je me trompe pas, ils ont une scène en commun dans Firewalk With Me, c'est quand David Bowie arrive dans le bureau et il dit Albert ou couple. Ah, je sais plus s'il appelle Albert ou couple. Mais c'est vrai qu'ils doivent pas avoir beaucoup de scènes, si ce n'est même pas une scène ensemble. Et pourtant, ça coule de source quand tu les vois ensemble. C'est logique, quoi. C'est celui qui ne montre aucune expression et qui parle limite très bas pour faire ses petites remarques sarcastiques et un peu cyniques, et l'autre qui hurle, qui ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Mais pourtant, dès que ça parle boulot, ils sont sérieux et ils arrivent à bien gérer l'affaire dès qu'ils s'y mettent, en fait, dès qu'ils sont sérieux. Par contre, en dehors de ça,
C'est très étonnant que Albert ne se soit jamais barré. Ça se trouve, il l'a fait, il a fini par être con. Mais c'est vrai que j'imagine, ouais, il pourrait avoir cette relation où tous les 6 mois, Albert dit ouais, je me casse, j'en ai marre, et Cole arrive à le rattraper à chaque fois. Je pense qu'Albert est quelqu'un de très loyal. Ouais, il est loyal, Albert. Ouais. Bah, je pense pour ça aussi que c'est lui que Gordon a envoyé pour aller chercher Diane aussi. C'est que Diane se rend compte en le voyant arriver que c'est pour Cooper. Donc c'est peut-être une des seules personnes qui pouvait vraiment avoir cet effet-là sur elle, en fait. This is not good news, Albert. She needs to see him. Your turn. But you'll go with me? Say please. What? You heard me. Please. Bon, ça ne marche pas au final, puisque Gordon et Albert doivent se rendre chez Diane, qui a un mec, visiblement, qui a l'air plus jeune qu'elle, d'ailleurs. Petit boy toy qu'elle a. Et pourquoi pas? Et une très bonne déco aussi chez Diane. Et Diane est très très bien habillée avec un peignoir, et surtout elle a les ongles qui sont assortis au peignoir, et ça c'est plutôt la classe, j'ai envie de dire. Et puis c'est surtout vraiment là qu'on découvre qui est Diane, parce qu'on est d'accord, dans l'épisode 6, on découvre que Diane existe et Oui. qu'elle est jouée par Laura Dern, C'est ça. mais juste... Elle a une petite scène avec Albert où elle parle quand même. je devrais le savoir. Bah oui, parce que il me semblait que c'est dans le 6 que Je vais recevoir des tonnes de qu'on messages. découvrait Diane, mais qu'on la découvrait, on découvrait juste le visage de Laura Dern. Je me souviens que c'était un choc de se dire, oh, Ouais. en fait, moi voilà, le souvenir que j'ai, c'est pour ça que c'est que dans l'épisode 6, tu découvres juste que à la fois, 1, Diane existe, Ouais. 2, c'est Laura Dern. J'imagine que vous en avez parlé dans l'épisode précédent, mais c'est là pour le coup, c'est presque du fan service entre guillemets, parce que Lynch nous répond à un des grands mystères de la série des saisons 1 et 2. Oui, Diane n'était pas juste dans l'esprit de Cooper. dictaphone. C'était vrai. Et en plus, il va convoquer une autre créature lynchienne qui est vraiment le pendant féminin de Cal MacLachlan chez Lynch. C'est donc Laura Dern, cette actrice culte. Et donc on se dit, ah là il fait plaisir. Là, ok, on a toujours pas Cooper, mais il fait plaisir. Et ce que j'adore, c'est qu'il nous fait cette promesse-là à la fin, dans l'épisode 6, mais on la voit pas vraiment parler, on voit juste que c'est elle. Et là, quand on la découvre vraiment pour le coup dans cet épisode 7, et qu'elle se met à parler, il fait l'inverse du fanservice, il fait de Diane un personnage totalement... Enfin, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que Diane ait ce caractère. Qu'elle passe son temps à Dire fuck you. dire fuck you à tout le monde, ouais. Qu'elle soit ultra désagréable, qu'elle soit l'inverse, a priori, total de Cooper. De Cooper. Et c'est justement ce que Gordon est pour Albert, Diane l'est pour Cooper, un petit peu, en fait. Où les deux, je pense, il devait avoir un jeu comme ça entre eux, où Cooper est trop gentil et elle est trop négative. Et donc, ils s'entendent bien. Et je pense qu'en plus, elle a dû écouter des heures et des heures de Kyle MacLachlan et passer du temps avec, enfin, en tout cas, l'agence Cooper tel qu'il était. Donc, je pense qu'elle devait avoir aussi un gros crush où ce serait pas étonnant, quoi. Mais c'est vrai qu'avoir cette Diane qui, déjà, est... Enfin, elle porte une perruque, elle a un look, quoi. Elle a vraiment un style, hein, cette Diane. C'est pas une Jenny, par exemple. C'est vrai que rien que son look pouvait sous-entendre que qu'elle allait avoir un twist dans le fait que Diane existe, parce que c'est un personnage qui a pas un look de secrétaire, j'ai peut-être à dire, mais comme on la voit comme une secrétaire. Je la vois comme une PA, une personal assistant. C'est comme ça que je la vois. Plus que secrétaire. Moi, j'aime bien, je vois ça comme une sorte de pied de nez, mais un pied de nez intelligent et fort qui dit « Ok, je vous donne Diane, mais je vais vraiment vous surprendre dans la façon dont je décide que ce personnage existe. » Il nous fait pas poireauter 1000 épisodes comme on attend toujours le retour de Coupe. Quand est-ce que Coupe va arriver? Il y a plein de frustrations comme ça. Là, Diane, je vous la donne, mais c'est un personnage très étonnant en fait, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que je me sens pas insulté, même si elle ne fait que nous dire fuck you, mais je suis ultra content de découvrir ce personnage joué par Laura Dern, mais je suis vraiment je n'aurais jamais imaginé que ça aurait été ce personnage, quoi. Diane, après narrativement, le fait qu'elle dise fuck you à tout le monde, c'est expliqué aussi parce que on va comprendre que
elle a une dent contre Coop et Quelque chose s'est passé. quelque chose s'est passé et ça va être très important pour ce qui va suivre. Après, je veux pas casser ton déroulé, mais quand ils viennent la chercher pour aller vous rencontrer, Cersei, ils se rendent bien compte que c'est pas vraiment Coop et ils se disent on a besoin de quelqu'un qui le connaît très bien. Et en fait, c'est jamais vraiment dit, mais moi j'ai le souvenir très précis d'avoir tout de suite compris ce qui s'était passé entre elle et Coop quand la dernière fois qu'ils se sont vus. Bah, elle a l'air terrorisée, alors que quand on la voit, Diane, elle a l'air très sûre d'elle, elle a pas l'air de se laisser faire, quoi. Ça a pas l'air d'être une personne qui se laisse marcher dessus. Dès qu'elle apprend que Cooper est là, qu'elle doit aller voir Cooper, et même dans la scène qu'elle a ensuite avec Cooper, avec Mr. C en l'occurrence, on sent qu'elle est complètement terrorisée, quoi. Donc on peut que imaginer le pire, en fait. C'est ça le truc. Le sous-entendu est très évident de ce qui s'est passé. Il l'a forcément agressé. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Un homme, et ça c'est terrible en fait, un homme en qui elle avait toute confiance et dont elle était probablement amoureuse, est venu la voir et a agi d'une manière suffisamment terrible pour qu'elle en ait un traumatisme et qu'elle ne veuille plus du tout entendre parler de lui. Alors que c'est l'une des personnes qu'il connaissait le plus. Ça, c'est la première fois j'ai l'impression dans cet épisode, et à nouveau, il y a une autre scène importante dont on parlera plus tard qui raconte un peu ça, les conséquences de ce que comment Mr. C a complètement démoli la réputation de Cooper auprès des gens qui l'aimaient. Et notamment, donc là, Diane, quoi, clairement, très clairement. Dans cet épisode, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références à ce que Mr. C a fait une fois qu'il est sorti de la loge. C'est enfin dans cet épisode qu'on apprend un petit peu, on peut un peu comprendre ce qu'il a fait. Il a laissé derrière lui des traumas pour presque tous les gens qui l'ont croisé, quoi. En fait, il a disparu totalement de la surface, et donc pour les gens, pour Gordon Cole, pour plein d'autres, il retrouve Cooper après qu'il ait disparu pendant 25 ans, mais on découvre qu'avant ça, il a agi en tant que Cooper et il a vraiment profité de cette fausse identité pour détruire des femmes, en fait. Faire du bob, quoi. Ouais, voilà. Oui, exactement, faire du bob. Et donc, la Diane, bon, en gros, il l'a violée, moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Et c'est pas la seule, on en parlera après. C'est d'une violence, en fait. Mais c'est suggéré, quoi. Mais c'est terrible, quoi, je trouve. On a quand même Gordon, qui est très en forme. Qui dit damn good coffee, et c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui dit damn good coffee, comme dans la première saison du bon café. Et on apprend aussi que Gordon a arrêté de fumer. Et c'est vrai que quand on voit les dents de Lynch, on peut se dire c'est vrai que t'as bien fait d'arrêter de fumer, David. Et Lynch, le vrai Lynch, t'as pas vu même dans la série, quoi. Il a des dents. Mais je veux dire, le vrai Lynch, lui, n'avait pas arrêté de fumer à ce moment-là, si. Il y a un moment où il avait arrêté de fumer, ouais. Ah, et c'était déjà là parce que. Mais je sais quand je l'ai vu en 2017, il fumait. Ouais, il s'y était remis. Mais je sais qu'il il y a un moment, pendant pas mal d'années, il a arrêté de fumer. Ah, parce que pour moi, parce que clairement Gordon Cole c'est Lynch, et là, mais parfois il projette en Gordon Cole c'est son surmoi, quoi. Et donc j'aimerais arrêter de fumer. Gordon Cole a réussi à faire ce que lui n'arrive pas à faire. Quoi. C'est possible aussi. Ouais. Fuck you, Gordon. Fuck you too, Albert. Fuck you, Tammy. Tammy est là. Voilà, elle sort de nulle part, un peu comme un Pokémon dans l'avion. Et Gordon nous parle du doigt spirituel, qui explique en gros que spirituellement, Mr. C est l'inverse de ce qu'il devrait être. Et c'est aussi là que l'anneau des hiboux est souvent porté dans la série et dans le film. Alors tout ça, c'est inventé par Lynch et Frost. Hein. J'ai fait des recherches, il n'y a pas d'histoire de doigt spirituel ou je ne sais quoi. Ou alors vraiment, j'ai pas assez bien recherché, mais j'ai pas trouvé vraiment de vraies explications dans la mythologie ou la religion, ou alors j'ai sûrement raté quelque chose. Mais j'aime bien que Gordon soit toujours un petit peu la Bible en ce qui concerne un peu tout ça, en fait. Lui, il a tout de suite compris que Mr. C lui a dit very à l'envers et que l'empreinte digitale est inversée au même endroit que le very. Et ça, j'ai cette impression que c'est du Lynch et du Frost qui travaillent parfaitement ensemble. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il y a beaucoup de personnages et ça se croise et le plot avance et il y a des nouveaux rebondissements, il y a de nouveaux trucs et tu te dis, d'un point de vue scénaristique, ça tient vraiment bien debout au final parce qu'on dit tout le temps que Twin Peaks, c'est soit complètement taré, soit ça ne raconte rien.
Je trouve que Frost a réussi à prendre du Lynch et à essayer d'arriver à le faire tenir debout, quoi. Et ça, c'est un des exemples pour moi où on a le côté spirituel un petit peu de Lynch et le côté flic de Frost un petit peu qui se mélangent. Ah non, mais tout est cohérent, c'est juste que ça prend un rythme Ça prend du temps. qui fait que c'est très dilué. Ouais. En plus, il y a beaucoup d'intrigues. Il y a des épisodes où on va pas voir un personnage qui revient dans celui d'après si t'as oublié ce qui s'était passé. Par exemple, Ray Monroe, qui est That Fucker Ray, avec qui Mr. C se barre à la fin dans la voiture. Ray, on le voit pas depuis l'épisode 3 ou 4, il est en prison si je me trompe pas. Donc, d'un certain point de vue, tu peux facilement avoir oublié qui est Ray. Mais quand tu le regardes comme ça, là, tel qu'on le fait, en analysant et tout, je trouve que l'histoire coule de source, en fait. Une fois que t'as pas d'attente, en fait. C'est aussi ça le truc, quoi. Faut pas avoir d'attente. Surtout, elle est cette saison. Enfin, comment dire. En fait, c'est pas compliqué, en fait. C'est une histoire assez. Ce sont des histoires assez simples. Il y en a juste beaucoup. Mais si, je pense que si tu les isoles et que tu racontes le parcours de tel personnage sur la saison. Prends Doogie, tu peux c'est- facilement. Ça tient debout. Ouais, c'est des histoires très simples et qui se retrouvent parfois ou parfois pas. Et parfois, c'est des histoires vraiment très simples. On en parlera plus tard, mais il y a une scène avec le personnage de Jerry. Oui. Et les frères Horn, dans cette saison, ont vraiment des histoires extrêmement simples, mais qui durent tout du long de la saison, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est ce rythme. Ou Jacoby, tu vois. Il y a aussi Jacoby qui a aussi sa propre. En fait, tous les personnages secondaires de Twin Peaks, quoi. Je pense que tu peux prendre limite toutes les scènes des personnages secondaires et faire des épisodes juste avec eux. Tu vois, des épisodes juste les aventures de Hawk qui essaie de trouver ses origines et qui trouve les pages dans les toilettes. Je suis sûr que tu peux faire un petit épisode là-dessus. Est-ce que tu as vu la photo de Mr. C dans son manoir à la Scarface? Oui, Ils disent- si. on a des Ah photos oui, de on l'a lui, retrouvé. Oui, on a une photo de lui, Ouais. et en effet, c'est une photo qui a l'air d'être un espèce de photomontage bizarre. C'est littéralement Kyle MacLachlan. Je vais te la ressortir. Kyle MacLachlan qui marche en veste blanche devant un manoir, tu vois. Enfin, genre une grosse maison avec une piscine. Et j'adore parce que tu te dis qu'en fait, depuis 25 ans, il a monté un business de drogue. Il est parti en Amérique du Sud. Il a créé des. En gros, c'est devenu vraiment soit Tony Montana, soit un mec qui gère les cartels. Enfin, on n'en parle pas vraiment, mais en fait, le parcours criminel de Mr. C est hallucinant parce qu'il a réussi à être à la tête d'un empire et on n'en parle jamais. Tout ce qu'on fait, c'est genre les aventures de Mr. C qui essaie d'être toujours un pas en avant de la loi. Mais il sonne en effet Tony Montana, je suis assez d'accord pour cette photo donne plus un sentiment, en plus le soleil, Miami, et c'est un autre pied de nez à Cooper. Je trouve que c'est l'antithèse de Cooper, il est vulgaire, quoi. Il est vulgaire sur cette photo. Il est crade. Et puis voilà, il est crade, la coupe, ça c'est pas du tout Cooper, et même le fait qu'il soit tout en blanc là où Cooper est tout en noir, enfin c'est son antithèse totale, quoi. Il y a un plan du jet privé du FBI dans lequel on voit les reflets du soleil dans les fenêtres de l'avion. Et les gens, à l'époque, en 2017, essayaient de décrypter un code caché dans les fenêtres. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il y avait on voyait le. En fait, ça allait bien avec le fait que Gordon venait d'expliquer que la main et le doigt là et le doigt spirituel et tout. Et dans la scène juste avant, on a cette impression que les fenêtres avec le reflet du soleil font du morse ou quelque chose comme ça, en fait. Et les gens mettaient vraiment pause pour essayer d'analyser le truc, alors qu'au final, c'était un stock, c'était une vidéo stock et quelqu'un a retrouvé la vidéo et c'était une vidéo stock de pub, quoi, tu vois, que Lynch a mis là. Je dis pas que ça ne peut pas arriver parce qu'il y a certains créateurs un peu geeks qui peuvent avoir envie de faire des choses comme ça. Je ne crois pas du tout que ni Lynch ni Frost soient du genre à faire ça. Non. Du coup, moi, enfin. J'avais pas entendu parler de cette théorie à l'époque, mais j'y aurais pas cru une seule seconde. Ils aiment bien les codes et les secrets et tout ce qui est encrypté, etc. Mais c'est plus l'esthétique du code. Ouais, exactement. Tu vois, c'est plus une question d'esthétisme à ce niveau-là, je trouve. Parce que c'est pas des geeks, je trouve ça sonne un peu geek, dit comme ça, et ils sont un peu... Non, je vois bien Lindelof faire ça, tu vois. Oui, mais... peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, peut-être. C'est possible. Et encore, je sais pas. Mais même ou un Vince Gilligan serait capable de faire un truc comme ça, mais là, non, je vois pas Frost et Lynch s'amuser à dire bon, on va faire clignoter les fenêtres pour faire passer un message. C'est pas le tueur du Zodiac, quoi. Enfin, Non, c'est pas... Enfin,
Peut-être que je leur ai l'air bête dans quelques années qu'on prouvera que si, mais je trouve que c'est pas du tout leur DA, comme on pourrait dire. I'm very, very happy to see you again, old friend. This is the spiritual mound, the spiritual finger. You think about that, Tammy. Une Diane très tendue confronte Mr. C, donc quelque chose s'est passé entre Mr. C et Diane la dernière fois qu'ils se sont vus chez elle. Entendre Cooper dire Diane avec cette voix-là, alors qu'on est habitué au Diane, tu vois, vraiment au Cooper joyeux des saisons précédentes. Déjà, ça met un coup, hein, déjà, de l'entendre. Ah bah, il faut le plus rapidement et avec le moins de mots possible, à nouveau être l'antithèse totale de Coupe, quoi. Ouais, Ça, c'est ouais. évident. Hein. Puis ses yeux, là. Oh là là. Ah, mais il est extrêmement flippant. On dirait qu'il voit tout et rien à la fois. C'est un requin, quoi. Il a vraiment les yeux du requin. Et donc, Diane est bouleversée. Elle ne reconnaît pas le vrai Cooper. Surtout, je trouve qu'il est différent. Il ajoute différemment de ce qu'il avait fait, à mon souvenir, dans l'épisode 4 avec Gordon Cole. Dans Gordon Cole, il avait un sourire figé. Il essayait d'imiter Cooper. Ouais, il levait le Et pouce. il était flippant. C'est ce Ouais. qu'il le faisait très mal. Là, il a décidé de pas le faire. Et je pense qu'il a décidé de pas le faire parce que Diane, il a déjà montré son vrai visage il lui a déjà montré son vrai visage. Donc il a pas besoin de faire semblant d'être Cooper, ça marche pas. Il sait que ça marche pas. Donc là, il fait pas semblant et donc là, il Il est lui-même. extrêmement Il est flippant. Mr. C, là. Ouais. Mais dans les deux scènes, je le trouve flippant, mais c'est vrai différemment. Et quand il sort de prison, on est limite content qu'il sorte de prison. Bah, ça fait plus de la moitié de. Il est- Il y est depuis l'épisode 3 en prison, on est d'accord Ouais, il y est ok, depuis, il a rencontré Cooper, pas Cooper, il a rencontré Gordon dans Non, je dirais l'épisode le 4. 3 ou 4. C'est dans le 4. Ouais. Et dans le 5 et le 6, j'imagine qu'on le voit pas du tout. Donc ouais, ça faisait un moment qu'il pourrissait en fait Ouais. en prison. Mais il est jamais vraiment surpris. Il savait qu'elle serait là, il savait qu'il sortirait, il sait tout en fait, Mr. C. Sur le moment, tu te dis, bon, il joue au malin, ça se trouve pas du tout, mais vu la façon dont il arrive à sortir de prison, dont on va parler après, si, clairement, il a des coups d'avance, quoi. Ça, c'est un peu il est évident. vraiment en avance Ouais, sur ouais. tout le monde. Ouais. Et on dirait qu'il a aussi des dossiers sur tout le monde. Oui, c'est ça. Il sait. Bah, c'est marrant, c'est qu'il a c'est un peu le cliché qu'avait beaucoup d'ailleurs dans cette période-là, je trouvais dans les blockbusters, où au milieu du film, le méchant se fait arrêter et en fait, ça faisait partie du plan. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un des podcasts, pas Lynch Planning, mais j'en ai parlé dans... La saga. On parlait de The Dark Knight, Oui. et je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait ce moment où les méchants se faisaient arrêter, et j'ai cité Star Trek Into Darkness, et je sais plus encore, c'est pas dans Skyfall aussi? Dans Skyfall. Ouais, exactement. donc c'était vraiment Et- un moment, comme les lasers dans le ciel, tu sais, dans tous les films de blockbuster, il y avait un laser bleu qui allait dans le ciel. Et bah, c'est vrai qu'il y a un moment où c'était comme Il y ça. a Loki dans Avengers aussi. Ouais, Loki dans Avengers. Mais vraiment, c'est une grosse. Et je sais pas lequel est le premier, peut-être du coup. Je crois que c'est Dark Knight, personnellement. C'est possible. Ouais. Mais donc bon, là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas Dark Knight. non. Mais clairement, il a pas fait exprès de se faire arrêter. C'est juste parce il s'est fait choper il a vomi de partout. Je pense pas qu'il après ait fait avoir exprès, manqué. mais en même temps, dans sa voiture, il avait la patte de chien Ouais. qu'il utilise plus tard comme Donc il savait que pour s'en sortir. il savait que ça risquait de lui arriver, mais qu'il Voilà, il avait un pour en plan. sortir, ouais. Voilà, en gros, il a beaucoup de plans. Et aussi, Ouais. il engage beaucoup de gens qui engagent des gens qui engagent des gens pour tuer Doogie. Ça, c'est aussi un. Il va falloir qu'il arrête de déléguer un peu parce que ça ne fonctionne pas. Non, en fait, la différence de du cliché dont on parle, c'est pas qu'il avait un intérêt à se faire arrêter. Il cherchait pas à se faire arrêter, mais il savait que ça allait arriver, donc il avait prévu comment il allait réussir à s'en sortir, quoi. Ouais, il savait aussi que Gordon allait chercher Diane. Il avait déjà tout vu venir, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc en fait, si, ça fait quand même un plan géant, quoi. Et d'ailleurs, son plan pour s'en sortir, bah, c'est de faire peur au directeur de la prison en utilisant Strawberry. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent de Mr. Strawberry. Je pense que c'est le nom du chien, personnellement. et il a des dossiers sur lui assez gros pour que le directeur de la prison le laisse partir avec une voiture et un flingue. Et je trouve que tout le speech qu'il donnait, oui, il y a encore 3 pattes, tu vas recevoir les 3 pattes s'il y a un truc. Pour moi, ça faisait Luca Brasi dort avec les poissons dans Le Parrain. Tu sais, cette fameuse phrase dans Le Parrain, Luca Brasi dort avec les poissons, bah, tu sais, c'est un code sicilien qu'en gros, il n'y a que les Siciliens qui peuvent comprendre. Et bah là, il y a un peu de ça parce que ça revient pas à Mr. Strawberry. Il y a, je pense pas, franchement, une explication très compliquée derrière tout ça. C'est plus montrer que Mr. C donc, peut se sortir de toutes les situations,
a des dossiers sur tout le monde et utilise ces dossiers pour obtenir ce qu'il veut. Mais en même temps, c'est des dossiers qui sont complètement loufoques et un peu absurdes, qui ont pas vraiment de sens, des histoires de strawberry, de pattes de chien, de je sais plus, Mr. MacGyver, ou je sais plus comment il s'appelle. Il donne des noms aussi qu'on n'entendra plus jamais. En fait, c'est des MacGuffin. Moi, je trouve qu'on n'a absolument pas du tout besoin de savoir ce que c'est. On sait qu'il sait des choses qui sont suffisamment enfouies, secrètes, et qui gâcheraient la vie de ce type, Ouais. au point où il préfère le laisser sortir plutôt que ce soit révélé. Et c'est suffisant comme information pour se dire, ok, il est fort, surtout, c'est sûrement de façon entre guillemets magique ou mystique qui connaît cette information, parce que normalement personne ne devrait savoir ça, j'imagine que c'est ça que ça signifie. Alors, on voit dans les premiers épisodes qu'il a une sorte de dictaphone machine magique qui permet d'obtenir des données. Et d'ailleurs, il a obtenu les plans de la prison comme ça. Dans les tout premiers épisodes, il obtient les plans de la prison, si je ne me trompe pas. Donc on sent qu'il a à la fois une sorte de magie, donc celle de Bob, j'imagine, une sorte de magie de la loge, et aussi une magie qui lui permet d'utiliser la technologie, en fait. Il arrive à hacker le site du FBI. On sent que la magie classique à la Twin Peaks qu'on pouvait voir dans les 2 premières saisons, maintenant, utilise la technologie. C'est très étrange à quel point Mr. C, on dirait un personnage des années 80. La manière dont il est habillé là, quand on le voit, c'est Miami Vice, quoi. Quand tu vois la photo de lui devant son manoir. Cette coupe surtout de Cette cheveux. coupe de cheveux, les tenues, il a des Santiago, je crois. Enfin, il est vraiment habillé un petit peu très comme s'il venait d'une autre époque, quoi. Mais en même temps, il est capable d'utiliser la technologie, comme le FBI le ferait, pour obtenir des informations sur tout le monde. Donc je pense que c'est comme ça qu'il a dû avoir des infos sur le directeur. Là. Ça, je trouve ça, en vrai, je trouve ça très fascinant. C'est de dire, bon, c'est Cooper qui est envahi par l'esprit de Bob. C'est le doppelganger de Cooper. C'est le doppelganger de Cooper. Et donc, justement, c'est ça la différence avec Leland. Quand il était en Leland, Bob, ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait Leland être lui-même. Et de temps en temps, il se réveillait. Et ça le poussait à mal agir, notamment envers des jeunes filles, dont sa propre fille. Et là, c'est quand même autre chose, quoi. Il est toujours... Bob est toujours là, ou en tout cas, il ne se réveille pas de temps en temps, il n'est jamais Cooper. Il est avec lui. Il est avec lui. Ouais. Et du coup, ça fonctionne comment, en fait? Est-ce que, parce que Leland était un être faible, et du coup, il avait lui-même une faiblesse dans ses actions, il pouvait pas faire grand-chose parce qu'il il s'est fait harceler par Bob depuis son plus jeune âge. Mais comment dire, il a pas fait des folies comme il fait avec Cooper en étant dans la peau de Leland. Est-ce que c'est parce que il est dans la peau de quelqu'un d'exceptionnel comme Cooper que ça en fait un méchant exceptionnel avec comme tu dis, c'est devenu un baron de la drogue, c'est un mafieux, c'est littéralement un mafieux. Ouais. Et ça, il aurait pu faire ça quand il est dans la peau quand il avait pris la possession de Leland, il aurait pu faire ça. Et je sais pas ce qu'il avait choisi de faire. Je pense que c'est parce que c'est le doppelganger de Coop, et donc c'est un esprit de la loge lui-même qui n'est pas possédé par Bob, mais est avec Bob. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'entraident. Deux êtres maléfiques ensemble. Deux êtres maléfiques ensemble, ouais. Exactement. C'est ça la différence. Et surtout, c'est un être maléfique qui vient d'un agent du FBI très intelligent, qui a des connaissances à tous les niveaux. Et donc, c'est vrai que c'est autre chose que Leland, qui est un mec normal, quoi. Et ça qui est terrible, c'est de se dire ce type est affreux et particulièrement nuisible parce que il occupe cette fois quelqu'un qui était l'inverse total, donc particulièrement vertueux et particulièrement bon, en fait. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est ce rapport de... c'est souvent le rapport, le protagoniste et l'antagoniste, il n'y en a pas un qui peut vivre l'un sans l'autre. Le classique, le Joker existe parce que Batman existe, et voilà. Et là c'est un peu ça en fait par rapport... Et donc du coup, s'il n'y a pas eu Cooper, il n'y aurait pas eu autant de souffrance dans beaucoup d'endroits parce que Mr. C n'existerait pas. Donc ça c'est assez fascinant. Mais le doppelganger est aussi en fait les pires choses cachées de Cooper, parce que Cooper, dans les 2 premières saisons, on nous explique quand même qu'au fond de lui, il y a une part de sombre et qui est représentée par ce doppelganger. Et en fait, c'est toutes les pires choses, les pires pensées de Cooper. C'est pas juste le revers de la pièce. C'est encore un peu plus compliqué que ça. C'est que il y a quand même du Cooper dans le doppelganger. C'est pas juste une bête comme ça qui. C'est pas comme Bob en fait. Bob
Bob, c'est vraiment une force de la nature, tu vois. Bob, c'est un violeur. Pardon, mais Oui. je pense que la part de Bob se retrouve dans, comme on a dit, on n'a pas trop parlé, mais donc, Ouais, quand il le confronte possible- Diane, ouais, il y a le sous-entendu que la fameuse fois où ils sont vus avant qu'ils disparaissent, il l'a agressé. Et ça, c'est Bob. Là où Mr. C, c'est le mafieux, c'est le criminel. Et ça, c'est pareil dans le côté rapport protagoniste-antagoniste qui sont en fait les faces d'une même pièce. On pourrait plus comparer à Sherlock Holmes et Moriarty, Ouais. où ce sont deux génies. Et Moriarty n'arrête pas de dire à Sherlock Holmes, en fait, tu pourrais être moi, en fait, on n'est pas si différents. T'as une moralité chelou, mais en fait, t'as à ça de basculer. Et Cooper, Ça, c'est Wyndham Earl. oui, et ben c'était un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec William Earl, et je trouve que Mr. C, c'est la version réussie de ce qu'ils avaient raté avec William Earl, en fait. Ah, complètement. Ouais. D'ailleurs, si on fait juste un petit récapitulatif de ce que Mr. C aurait fait, donc il se tape la tête dans le miroir en disant « How is Annie ?» bien sûr, ça finit là. Le Doc Hayward l'emmène à l'hôpital parce qu'il s'est ouvert le crâne, quoi. Cooper disparaît, donc Mr. C disparaît, et la dernière fois qu'il est vu, il sort de la chambre d'Audrey, et il fixe Doc Hayward et il disparaît. Ensuite, il est vu juste avant la mort du Major Briggs dans un incendie. Et ensuite, quelques années plus tard, il est vu chez Diane et il fait quelque chose à Diane qui est horrible. Donc, on sent qu'il a quand même toutes les connaissances de Cooper pour essayer de... il s'attaque aux personnes qui, au final, sont les plus liées à Cooper. Audrey est liée parce que Cooper veut la protéger, toujours, voilà, c'est un peu sa protéger, même si elle est amoureuse de lui. Diane, c'est sa confidente, elle sait absolument tout sur lui. J'avais cru qu'il était allé voir Diane vraiment juste Non, après les événements de la je crois saison que 2. c'est plusieurs années Plusieurs après, années, mais ok, c'est je me trompe peut-être, ouais. Je- Peut-être que je me trompe. J'avais vraiment l'impression qu'il a, en gros, il allait voir Audrey. Audrey, et ensuite il allait voir Diane, et après, ciao, Et bonsoir, ensuite, quoi. il Ah oui, aurait- et il y a Briggs. Et il y a Ouais. Briggs aussi. Ouais, quand même. Et Briggs, lui, qui représente la personne qui avait un pied dans les deux mondes, qui a visité la White Lodge. Peut-être la seule personne au monde au moment où il est mort qui avait visité la Black Lodge. Donc on sent qu'il a essayé d'arranger tous les problèmes qui pourraient remonter jusqu'à lui, en fait. Oui, clairement, en Briggs, faisant il s'était débarrassé de Cooper, et maintenant qu'il s'est débarrassé de Cooper, la seule personne qui pouvait peut-être lui poser problème, c'était Briggs. Ouais. Ça, c'est un peu ce que j'ai compris, moi. Who are you? I don't know what you mean, Diane. Look at me. Look at me. Mais sinon, l'évasion de prison, c'est la moins prenante de l'histoire, hein, mais on est content de le voir libre malgré tout. C'est vrai qu'il sort, la porte est ouverte. Mais moi j'adore. En fait, je trouve ça le fait qu'il ait pas besoin que ce soit une évasion de ce type-là où le mec il dit juste un mot et on voit le mec faire trembler et ouvrir la porte en mode sortez. Ça montre la puissance d'un personnage bien plus fortement que si soudainement il s'était mis à juste casser la gueule, à s'enfuir, Show don't tell. ou qu'il avait engagé des gens qui arrivaient, qui avaient une fusillade Ouais, et tout. ouais. C'est bien plus efficace comme ça, en fait. Tu vois qu'il a un pouvoir surnaturel et tu te dis, mais en fait, rien ne peut l'effleurer. Il sort, il fait ce qu'il veut, en fait, quoi. Et ça, et tu te dis même, en fait, il aurait pu utiliser cette carte autant de temps qu'il aurait voulu. Il attendait Diane. Il voulait. C'est un peu le sous-entendu, puisque comme on a dit, ça fait depuis l'épisode 4 qu'il est bloqué dans cette prison. Et on dirait qu'il attendait que Diane arrive pour ensuite sortir cette carte pour pouvoir se. C'est vrai, ouais. Donc, comme quoi, il avait Il avait une liste Il de avait choses une à liste. faire. Et, ouais. Ouais. En tout cas, Diane est très. Même si elle avait été choquée, elle dit clairement que c'est pas Cooper, quoi. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose et elle montre le cœur. Ouais. Incroyable Laura Dern d'ailleurs. C'est Laura Dern en 2 secondes Ouais. qui a fait du Laura Dern, mais toujours efficace, quoi. Là, les deux actrices fétiches de Lynch, on leur donne de quoi se mettre sous la dent. Parce que j'adore Jenny aussi, Naomi Watts. Oui, elle est super. Ouais. À Las Vegas, Doogie travaille dur pendant que Tony essaie de lui mettre la pression et la police lui rend visite. On rencontre les inspecteurs Fusco, qui sont 3 frères flics, qui semblent ne travailler qu'à 3. J'adore le concept Il est bien, les frères. des 3 détectives, tu vois, qui débarquent tous ensemble et qui notent. Ils prennent les mêmes notes et tout. Enfin, j'adore juste. Ils ont le même âge.
Non, logiquement, s'il y avait 3 frères qui bossaient dans le même commissariat, je pense pas qu'ils seraient toujours assignés aux mêmes, C'est mêmes Dupont, enquêtes. Quoi. Dupont et troisième Dupont. C'est quoi. ça, il y a 3 Dupont. Ouais. Alors qu'on a déjà un duo de Dupont dans les frères qui gèrent le casino. Ouais. Donc il y a un truc avec les frères, quoi. C'est vrai. Et il y a un truc avec les doubles aussi. Puis il y a les frères Horn, c'est vrai qu'il y a toujours... C'est pas des doubles, mais c'est vrai que là, ils se ressemblent presque Ils se ressemblent, physiquement. On les mélange un peu. C'est un peu moins le cas des deux du casino, c'est parce que c'est des acteurs déjà identifiés, tristes. Bah là, il y en a un des 3 qui est identifiable, qui joue dans Encore Man, qui a joué dans beaucoup de comédies avec Will Ferrell. Il y en a un des 3 quand même que je suis capable d'identifier. Et il y a celui qui rigole avec un rire vraiment complètement loufoque et vraiment autant marquant que celui d'Heidi du Double R. Et lui, il était passé dans un podcast et je l'avais écouté. Et il faisait la meilleure imitation de Lynch au monde. Oh. Ouais, il parlait méditation, il savait exactement. C'était pas juste. Déjà au niveau de la voix, c'était génial, mais en plus, il savait exactement quoi dire comme Lynch. Et j'étais jaloux parce que moi j'ai une imitation de Lynch, mais elle est pas encore au niveau, quoi. Ouais, mais je pense que plein de gens, les gens adorent imiter Lynch, comme en France on aime bien imiter Nicolas Sarkozy. On a l'impression que ça, on peut essayer, tu vois. C'est pas si difficile. Il y a des mais alors du coup ça me donne envie. Non, mais quand même, la différence c'est que physiquement ils se ressemblent. Ils sont un peu épais, quoi. Ouais, c'est des chauves. Et Ouais. c'est des chauves. Et un peu d'ailleurs. Je parlais dans le casino des 2 frères qui, eux, pour le coup, physiquement, se ressemblent pas tant que ça. Non. Mais par contre, ils sont entourés de femmes qui ont toutes la même coiffure, Candy, Cherry et je sais les plus mêmes, quoi. les mêmes costumes. Donc, il y a des doubles des gens qui se ressemblent, qui sont de partout. Et ça, c'est vraiment une thématique d'un ton comique ou mystique ou presque terrifiant pour Mr. C. Mais c'est quelque chose qui revient toujours. Presque dans toutes les scènes, il y a forcément une histoire de double. Ouais. Et aussi, j'imagine que c'est. Comment dire. Il y aurait eu un seul flic qui serait arrivé. Ça aurait fait moins d'effet que là, ces 3 mecs qui débarquent, qui sont frères, qui. En fait, en une scène, ils existent. Et bizarrement, alors qu'ils sont 3, donc il faut présenter 3 personnages et pas seulement un seul. Mais On les revoit plusieurs fois. on les après, revoit, hein, bien ouais, sûr. ouais. Mais on les a déjà identifiés. Alors qu'avant, ils auraient ramené quelqu'un. Bon, sauf si ça a été un inspecteur Colombo, mais ça aurait été trop bizarre. Mais ce serait quelqu'un qui aurait été un peu plus. Là, il s'est vraiment dit comment je fais pour créer un personnage de flic marquant alors qu'il est plus que secondaire, quoi. Et en fait, il en fait pas un, il en fait 3 et ça y est, c'est plié, quoi. Mais en tout cas, là, on voit la police de Vegas, on a vu la police de Buckhorn, on voit la police de Twin Peaks, on voit la prison avec le directeur de la prison. On a vraiment toutes les variations possibles de la police américaine dans cette saison, alors qu'avant, on était plutôt que du côté du sheriff department, un petit peu du FBI, mais vraiment essentiellement du sheriff department. Parce qu'avant, on quittait pas Twin Peaks. Là, Non, voilà. Alors que là, on a vraiment les flics de chez partout, quoi. Et il est fasciné par les insignes, Doogie. Leurs insignes. Oui, il est fasciné par les insignes, je crois qu'il y a un moment, on a les sirènes, un moment il a attiré, enfin, et dès qu'il y a un truc en rapport avec la police, quand il entend police, il lève la tête, police, ça revient toujours, ça. C'est 2 fois le badge. Là, les 3 frères, il veut toucher leur badge. Et plus tard, dans la scène d'après, il y a un autre flic qui apparaît où il veut toucher l'étoile. Il fait ça dans dans l'épisode où il est au pied de la statue et qui reste au pied de la statue. Il y a un gars de la sécurité qui vient l'aider. Et là aussi, il regarde le badge. Donc oui, Cooper est encore là. Hein. Mais c'est important parce que quand il fait ça, on se dit en effet Cooper est encore là et donc on se dit est-ce que c'est la scène où Cooper revient? Toujours. Mais ça c'est sur toute la saison presque. Ouais, c'est ça. Et c'est mon souvenir lointain de la première fois que je l'ai vu. Je pense que c'est une dernière fois où j'ai arrêté de me dire ok c'est bon, j'ai fait bon, il arrivera quand il arrivera. Mais clairement, faut arrêter de croire que c'est la scène suivante en fait. Jenny tient aussi tête à la police. Hein. Elle est capable de tenir tête à des voyous et aussi à la police. Elle tient tout l'interrogatoire. Je trouve que c'est elle l'héroïne des scènes à Vegas, Jenny. Et c'est une force du bien aussi, Jenny. Is there a reason why you didn't report your car missing? Reason? Yeah, I'll tell you a reason. There's more to life than cars. Doogie et Jenny se font attaquer par Ike the Spike qui fonce sur eux avec un flingue puisque son pic à glace est cassé, le pauvre. Et Doogie se déplace comme un cobra. Et Jenny tape Ike aussi au passage. Et pendant ce temps, l'évolution du bras apparaît pour dire à Doogie d'arracher la main de Ike the Spike. Et là aussi, tu pouvais te dire c'est peut-être le moment où il va revenir parce que les réflexes de Cooper sont toujours là. Tu vois, il est toujours capable de se battre comme un agent du FBI.
Et moi, cette scène, c'est une des scènes les plus drôles, je trouve, de la saison. Je la trouve vraiment très, très drôle. Notamment, ensuite, on voit les gens se faire interroger par la police et par les infos. Et c'est filmé d'une manière vraiment un peu Cops, la série Cops des années 90, un peu caméra à l'épaule dans la manière dont c'est filmé. Et il y a cette dame qui dit Dougie Jones, il s'est déplacé comme un cobra. Moi, ça me fait tellement rire parce qu'on a suivi Dougie sur cet épisode qui marche le plus lentement possible. Et là, on nous dit, il s'est déplacé comme un cobra. Et juste hors contexte, quoi. J'imagine juste les gens qui... Jenny, hors contexte, qui voit d'un seul coup son mari se battre comme Bruce Lee, quoi. Elle doit pas comprendre. Et l'évolution du bras qui apparaît pour demander à ce que un bout de peau soit arraché de la main, et ensuite on le voit d'ailleurs. Et j'adore, c'est l'absurde mélangé un petit peu au gore, puisque là il y a du gore, et tout en restant avec un orteil dans la Black Lodge au passage. Je ne sais pas trop pourquoi l'évolution du bras voulait absolument qu'il lui arrache la main, mais... En tout cas, c'est vrai que c'est une autre étape pour se dire, en fait, tout glisse sur Dougie. Il peut rien lui arriver. Il est vraiment protégé, quoi. Il y a les bonnes étoiles de partout qui l'amènent à gagner donc plein d'argent, à être compris toujours de la bonne façon par des gens qui pourraient lui vouloir du mal et qui soudainement, que ce soit son patron qui pense peut-être vouloir le virer dans l'épisode précédent, à mon souvenir, il est dans une mauvaise situation professionnelle et alors qu'il fait ses petites échelles, soudainement c'est un génie qui a révélé un pot rose de fraude à l'assurance terrible, et donc Dougie commence à avoir le respect de tout le monde. Et là, ça fait un moment qu'on nous préparait à l'arrivée de ce tueur où là, cette fois, c'est autre chose, quoi. C'est une affaire plus sérieuse. On veut tuer Dougie. Et en fait, ce n'est pas possible parce qu'il est protégé. Et donc, s'il le faut, on réactive Cooper le temps qu'il faut pour qu'il protège Dougie. Et tu as raison, c'est surtout dans cette scène-là qu'à la fois on se dit « Oh, Cooper !» et qu'en même temps, je crois que c'est peut-être cette scène-là aussi où j'ai un peu fait le deuil de me dire Cooper n'est pas là tout de suite. Non, c'est Dougie Jones. Le fait qu'il reste Dougie à la presse moment, tu dis ça, c'était l'occasion idéale pour faire revenir Cooper. Donc c'est pas le cas, donc Dougie est là pour un moment en fait. Et c'est là où Dougie, pour moi, va devenir intéressant par la suite. C'est-à-dire que Dougie m'a fait marrer dans les épisodes 3 et 4, et je m'en souviens très bien, en tout cas à ma première vision, 5, 6... Je me disais, bon, il commence à m'emmerder celui-là. Charlotte n'est pas là pour lui casser du sucre dans le dos, donc je défends un peu le point de vue de Charlotte là-dessus. Mais moi, ça n'a duré que 2 épisodes parce qu'après cette scène et surtout par la suite, je me suis mis à vraiment aimer Dougie pour ce qu'il est, quoi. Parce que en fait, c'est drôle et étonnant. Là, en tout cas, dans cet épisode, Dougie, on le voit pas beaucoup, mais rien que là, tu te dis, il y a quelque chose de satisfaisant dans la frustration. Je sais pas comment dire. Il nous donne peu, Lynch. On parlait de fan service. Là, il nous donne très peu. Il nous donne un tout petit bout de Cooper. Et on s'en satisfait. Et après, on est à nouveau en retenue. En mode, voilà, stop, fini. Ouais. On revient sur Dougie. Et c'est comme s'il nous apprenait à être vraiment patient pour nous dire, ça vaut le coup. Et aussi, cette parcimonie de Cooper a quelque chose de l'ordre du minimalisme et en même temps de la retenue. Enfin, c'est quelque chose de finalement, que je trouve assez fascinant parce que vraiment, à nouveau, c'est du fanservice comme j'en ai jamais vu en fait. C'est-à-dire, c'est des pieds de nez, mais toujours fait avec intelligence. C'est jamais un crachat à la figure de ses spectateurs en disant justement une envie de revenir en arrière et de dire oh non mais ça c'était pas bien, j'ai envie de passer à autre chose, comme on le voit dans beaucoup quand on fait revenir des vieilles sagas et qu'on se dit mais en fait ce qui existait avant c'est comme si vous le jetiez à la poubelle, comme les derniers Star Wars ou des trucs comme ça. Là il y a une vraie envie de faire autre chose, de créer cette frustration, de casser les codes du fanservice et en même temps de ne jamais pour autant cracher dans la soupe de ce qu'était Twin Peaks en fait. Après il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui trouvent que j'ai pas retrouvé mon Twin Peaks, mais moi pas du tout. Je trouve au contraire qu'il a vraiment très bien su gérer la chèvre et le chou, quoi. Il y avait ce moment où toutes les sitcoms étaient cringe
pendant un moment, tu sais, post-The Office, où toutes les sitcoms devaient te mettre un petit peu mal à l'aise. Ouais. Et je trouve que, au niveau de l'humour, hein, et je trouve que Twin Peaks faisait déjà ça très très bien dans les 2 premières saisons et encore plus dans la saison 3, quoi. C'est-à-dire que Doogie, tu vas rigoler, puis tu vas être gêné, puis tu vas regarder ta montre, puis tu vas rigoler. Vraiment, c'est un roller coaster. Tu passes vraiment de plein d'émotions différentes, mais surtout, tu es gêné. Mais c'est pas une gêne non plus horrible qui te donne envie de mettre pause et d'arrêter l'épisode, tu vois. C'est plus de la gêne surprenante, j'ai envie de dire. Non, et puis ça a imposé un rythme. Ouais. Ça a imposé un rythme lent qui existe de moins en moins et qui fait de plus en plus plaisir. Récemment, alors ça va clairement pas aussi loin, hein, mais je sais pas si t'as vu Pluribus. Mhm. Moi, j'ai vu des gens péter des câbles en disant tiens, la preuve qu'on s'emmerde et que c'est trop lent, c'est le coup de quand à un moment donné dans Pluribus, il y a un message téléphonique quand elle essaye d'appeler des gens. Elle a toujours, Qui est répété à chaque fois. le même Ouais. message téléphonique qui dure une vingtaine de secondes. Et il y a un épisode où la blague, c'est qu'à chaque fois qu'elle doit passer un coup de fil, on ellipse jamais ce Ouais. message téléphonique, on l'entend toujours. Et en fait, ça dure plusieurs épisodes où ce message revient très régulièrement. Et il y a plein de gens qui ont dit, mais à un moment donné, tu l'ellipses. Non. Et en fait, non. Le génie, c'est de montrer ce que c'est que de vivre, ce que vit ton personnage, et que donc, elle ne peut pas passer à travers ce message répétitif qui peut rendre un peu fou, qui fait partie presque de... Bon, j'ai pas... Oui. Elle est dans l'attente constante, et nous aussi, au passage. Ça raconte beaucoup de choses, mais surtout, ça nous apprend à être patient et à être vraiment dans la peau de ces personnages. Et là, être dans la peau de Doogie, c'est le summum de cette façon de faire qui, pour moi, c'est la même chose que quand tu fais un film vraiment à un rythme très lent. Il y a des gens qui... là, je passe du coq à l'âne, là, mais c'est pareil quand tu regardes un Antonioni ou des choses comme ça, où il y a des gens qui disent c'est le film le plus chiant du monde et d'autres qui disent c'est l'œuvre la plus... où j'étais le plus à l'intérieur du film que je ne l'ai jamais été. En fait, tout ça ne marche que par la lenteur. C'est la lenteur finit par, si tu entres vraiment dedans, au bout d'un moment, tu n'as plus... Ton rapport à l'espace-temps change. Tu n'as plus vraiment conscience de combien... Et c'est vrai que quand tu regardes un épisode de Twin Peaks, ils disent tous 1 heure, mais en fait, au bout d'un moment, moi, je sens plus du tout le temps passer. Non. Et on en revient à ce qu'on disait au début du podcast sur ce fameux moment où il balaye, où il y a des gens qui disent ça dure 7 minutes, ou c'est du temps ressenti. Et le fait que le temps ressenti a plus d'importance que le temps réel, et que si ce temps ressenti vous emmerde, bon bah tant pis, c'est pas pour vous, mais ceux à qui adhèrent, c'est ce qu'il y a de mieux au monde en fait. C'est ça que cherche Lynch, et c'est ça qu'il crée avec Doogie plus que n'importe quelle autre intrigue de Twin Peaks The Return, parce que tout Twin Peaks The Return est un peu comme ça, mais Doogie est le personnage clé de ça en fait, quoi. Pour moi, et avec Charlotte, on en parlait de temps en temps. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans un autre épisode, mais Twin Peaks The Return, c'est aussi sur vieillir. Mhm. Et vieillir, c'est aussi être seul souvent, rien faire, attendre. Et il y a beaucoup de scènes comme ça de personnages qui attendent ou qui sont en période de transition, qui sont en train de faire entre deux choses. Et ça reviendra plus tard, hein, j'en parlerai dans les autres épisodes, mais on a vraiment ce sentiment de la plénitude, le calme. Ça va aussi avec la méditation, tout ça, le fait de ne rien faire et juste il y a les bruits ambiants comme ça. Et ça revient beaucoup dans cette saison, donc c'est vrai que Doogie peut aussi être vu comme aussi, voilà ce que c'est d'être vieux et on te tient par la main et on t'emmène là et toi tu ne vis plus vraiment. Et je trouve que ça va bien avec ce thème-là aussi, Doogie, même s'il n'est pas si vieux que ça, hein. Le pauvre Kyle, il avait quel âge quand il a fait ça, Kyle ? 50 ? Déjà, c'est terrible de se dire que la série a 10 ans, parce que, en tout cas, elle a été tournée en 2016, j'imagine. Ouais. Donc, du coup, elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Douglas Jones, he moved like a cobra. All I saw was a blur. Pendant ce temps, à Twin Peaks, Jerry Horn est en plein bad trip dans la forêt. Il appelle Ben pour lui dire qu'il s'est fait piquer sa voiture. Il ne sait pas où il est. Il pense être défoncé. Il n'est pas sûr. Ça, c'est autre moment où je me dis, c'est du génie de dialogue, en fait.
la façon dont il dit I'm high. I think I'm high. Ouais, I think I'm high. Et qu'il le dit après un échange qui dure un petit moment. Enfin, il arrive pile au bon moment, quoi. C'est vraiment, c'est très minimaliste aussi comme dialogue. Il est très court, mais c'est génial. Et il est comme Doogie, on lui a piqué sa voiture aussi, c'est un truc... Ah. Et moi, ça me fait penser aux Sopranos, à l'épisode où ils sont dans les bois, ils perdent leur voiture et ils sont en train de chasser un Russe. Oui, je vois très bien. Et je trouve que cet épisode des Sopranos pourrait être dans Twin Peaks. Avec les épisodes de Coma et de Rêve, c'est peut-être les seuls qui pourraient être un peu dans Twin Peaks, je trouve. Ouais, mais cet épisode, c'est un épisode qui a marqué parce que c'est un épisode où justement, soudainement... On a Fargo au milieu des Sopranos, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est un épisode où soudainement, on arrête de montrer une intrigue A, une intrigue B, une intrigue C, de changer de point de vue, de raconter... Ah si, ils le font dans... Ah ouais? Ouais, dans Pine Barrens, on a Gloria et Tony. On a Meadow et son copain, et on a les deux planqués dans les bois. Ah, je crois que c'était un de ces fameux épisodes où soudainement on arrête pas Bottle, mais en tout cas on ne suit plus qu'une seule intrigue. Ouais. Non, dans les Sopranos, il n'y a qu'un seul épisode comme ça. Ok. Et c'est l'épisode où Tony et Carmela vont avec Janice et Bobby passer un week-end en vacances et on les suit juste sur ce week-end. Mais sinon, dans les Sopranos, il y avait toujours les différents plots. D'accord. Parce que ça aussi, Twin Peaks The Return ne fait que ça. C'est-à-dire, comme on dit, les intrigues sont très diluées dans les épisodes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, soudainement, on raconte une intrigue avec un début, milieu, fin dans un seul et même épisode. Et j'aimerais bien voir la chronologie de Twin Peaks The Return. Parce que là, tout ça tient sur quelques jours, tout ce qu'on a vu en cet épisode. Vrai. Il n'y a pas eu énormément de temps qui s'est écoulé. Et donc, j'aimerais bien voir ça, parce que je suis sûr que ça, c'est Frost, quoi, qui a essayé de faire tout tenir debout. Vas-y, je vais faire une référence. Par exemple, tout ce qui tourne autour des pages du journal de Laura Palmer, ça, je sais que c'est Frost, par exemple. Bien sûr. Mais... En tout cas, sur cette scène de Jerry, ce qui est intéressant, c'est que c'est la toute première scène de l'épisode, là, en fait. Ouais. Mais c'est la toute première scène. Et donc, on commence comme ça, hein, limite in media res, t'as cette impression un petit peu... Et donc, on commence par l'intrigue quoi. Et après, on va sur le plus gros morceau. Et merci Jerry, au revoir Jerry, et rendez-vous dans je sais plus combien d'épisodes, mais on va pas tout de suite, quoi. J'adore sa tenue, en tout cas, à Jerry. Il a une sorte de chemise hawaïenne, mais il a aussi des mitaines, t'as l'impression qu'il les a faites lui-même... Et c'est un vrai look de hippie, de vieille hippie qui a mal vieilli, quoi, qui est perdu un peu entre les époques. Et ça se ressent juste sur ses fringues, quoi. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a un truc fascinant, par contre, c'est... Je me demande parfois s'ils ont fait des pile ou face. Quand ils reprennent les vieux personnages de Twin Peaks, ça veut dire quand ils font revenir ces gens-là qu'on connaît par cœur, qui étaient là dans les deux premiers, c'est pas des nouveaux personnages. Il y en a certains où ils ont décidé de se dire, ils sont devenus soit la pire version d'eux-mêmes, ou en tout cas la caricature d'eux-mêmes presque, et ça c'est complètement le cas de Jerry, quoi, qui est vraiment, c'est pas qu'il a mal vieilli, mais il est vraiment resté le même, et il est même un peu plus fou. Et même, je dirais qu'il est pire qu'avant. Et puis il y a ceux qui au contraire sont devenus presque leur antithèse, ou qui sont vraiment rangés des voitures, et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas de Ben Horn. Donc là on voit deux personnages, Jerry et Ben, et il y en a un qui est complètement dans le camp de ceux qui sont restés les mêmes en pire, et l'autre qui a vraiment fait un 180 degrés. Il ose même plus draguer sa secrétaire, t'imagines? Non, mais on en viendra, mais moi, c'est une de mes scènes préférées. Pareil, quand je l'ai vu, cette scène, je fais « Ah, c'est l'épisode avec cette scène !» J'adore cette scène. Et qu'est-ce que vous avez fait de Ben Horn? Mais tant mieux, en fait, parce que je l'adore. Mais c'est le seul... D'ailleurs, c'est fou de se dire ça. C'est le seul Horn qui a bien vieilli, en fait. Donc c'est assez fou, en fait. Parce que c'était clairement le méchant de la bande, quoi. Ouais, c'était un des... Peut-être même l'antagoniste principal de la première saison, Ben Horn. Oui, il s'était déjà un peu calmé sur lui dans la saison 2. Enfin, il était devenu taré et il voulait refaire la guerre civile, tu te rappelles pas? Oui, mais j'avais de l'empathie pour lui à ce moment-là. Je me souviens très bien parce que c'était l'épisode qu'on avait fait ensemble. On l'avait fait ensemble. C'était celui qu'on avait fait ensemble. Mais moi, j'avais de l'empathie à ce moment-là pour lui. C'était plus un méchant, quoi. Et même il essayait d'avoir une rédemption à la fin de la saison 2 qu'il n'arrivait pas à avoir. Je sais pas si tu te souviens, il essayait vraiment de devenir un mec bien, et ça se terminait par une espèce de suspense de ça se trouve il est mort à la fin de la saison 2, et tu disais bon bah non, il a pas le droit à la rédemption, ce mec. Et finalement 25 ans plus tard, si il a sa rédemption, et une rédemption assez... Il est sur le bon chemin. C'est vrai que la dernière fois qu'on le voit, il se prend une droite et il tombe sur la cheminée, il se claque la tête. Parce qu'en fait, alors pour rappel, la fin de la saison 2 de Ben Horn, à mon souvenir, alors tu l'as plus en tête que moi, cette fin de saison 2, mais je m'en souviens que c'est
autre pied de nez qu'avait fait Lynch, il y avait un ultime rebondissement qui disait qu'en fait Ben Hand découvrait qu'il était peut-être le vrai père biologique de Diana. Donna. De Donna, pardon, pas Diana, de Donna. T'as mélangé deux personnes. Oui, voilà. Bah, Donna, c'est un personnage un peu oublié depuis. Ouais, donc, non, ouais. Et justement, le vrai, enfin le père, du coup non biologique, mais son père qui est le médecin, Doc Hayward. Doc Edwards, qu'on va revoir d'ailleurs dans cet épisode, agresse Ben Horn qui essaye C'est vrai. Mais il est pas méchant, Bernard, à ce moment-là. Sauf que tout le monde le déteste tellement qu'il y a une bagarre qui est déclenchée. Et donc Ben tombe et il semble s'être fait casser le crâne. Et donc il y a un vrai suspense de oh mon Dieu, est-il mort? Et c'est tout, ça se termine là-dessus en fait. Il y a pas de... Comme sa fille, on sait pas s'il est vivant ou mort à la fin de la série, Ouais. au cas de la fin de la saison 2. Bah écoute, il n'y a pas de résolution, même dans les livres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est resté près d'Audrey après l'explosion à la banque. Donc il est resté proche, il a essayé de se rapprocher d'Audrey justement après l'explosion à la banque. Et il a divorcé aussi quelques années plus tard. Mais surtout, il a réussi à racheter la Syrie. Ça, c'est le plus important. Les mots me manquent pour expliquer à quel point je m'en fous. Mais la Syrie, quand même. Jerry? Jerry? Someone stole your car? Jerry? I think I'm high! Oh, good Lord, Jerry. Au Sheriff Department, Frank Truman lit les pages du journal de Laura et il trouve tout ça absolument normal. Il est complètement stoïque, j'adore ce mec. Le bon Dale est dans la loge. On parle d'Annie, hein? Elle existe, voilà. Apparemment, il reste une page manquante et c'est Leland qui a caché les pages. Et le pire, c'est que ça fonctionne au niveau de la timeline. Il y a bien un moment où Leland s'est retrouvé au Sheriff Department et c'est possible qu'il ait dit je dois aller pisser et il a planqué les pages là. Et ça, c'est l'autre grand cadeau, je trouve, inattendu, qui est arrivé en épisode 6 pour le coup, qui était donc dans l'épisode 6, on découvre oh mon Dieu, il y a Diane. Et là, oh mon Dieu, on retrouve les pages manquantes du journal de Laura Palmer. Et en fait, je ne m'y attendais pas. Je m'en souviens à l'époque en me disant, mais je pensais vraiment que ça, c'était oublié, quoi, qu'on assumait que... Et non, et là, à nouveau, c'est une sorte de fanservice bizarre qui nous fait. Et qui, donc c'est dans l'épisode 6, mais là, c'est dans l'épisode 7 où enfin on découvre ce qu'il y a dans ces pages. Et le fait qu'il utilise l'existence de ces pages pour... nourrir la narration de l'épisode 3 où tu vois que Laura spoilait en gros, divulgachait ce qui allait se passer entre les saisons 2 et 3. C'est un peu fou, c'est assez rare qu'ils fassent ça, je trouve. Pour moi, ça sent le Frost. Oui, mais en vrai, concrètement, donc on a ces pages, on se dit oh mon Dieu, et en fait ce qu'amènent ces pages, donc on est en tout début de l'épisode, hein, ce qu'amènent ces pages, c'est à amener Hawk et le commissaire, comment il s'appelle déjà, Robert Foster, Frank Truman. Ouais, Truman, parler de Dale Cooper parce qu'il est mentionné sur les pages et se dire c'est pas normal qu'elle parle de Dale Cooper et donc de voir Truman se dire mais du coup c'est quand la dernière fois qu'on a vu Dale Cooper et ça l'amène à la scène suivante qui est de se renseigner de qu'est-ce qui s'est passé juste après la toute fin de la saison 2. On a le fantôme de Mr. C qui hante un peu tout le monde dans cet épisode. En fait, voilà ce que Mr. C a laissé derrière lui. Et j'aime bien, c'est qu'aussi, ça vient de Hawk, parce que Hawk, c'est la personne qui expliquait ce qu'est la Black Lodge à Cooper dans la saison 2, hein, si je me rappelle bien. C'est Hawk qui était le plus lié vraiment au côté spirituel de la Black Lodge, de ce que ça représente. Et donc, c'est clair que quand Hawk voit que le bon Dale est dans la loge, il sait de quoi ça parle, en fait. C'est la seule personne dans toute la pièce ou même dans tout Twin Peaks qui est capable de dire il y a un problème, ça ne va pas, quoi. Mais du coup, narrativement, ce qui se passe, c'est que on nous ressort cet élément de l'intrigue des premières saisons que sont les pages manquantes pour relancer la question de qu'est-ce qui s'est-il passé à la fin de cet énorme twist frustrant qui était la fin de la saison 2 de Twin Peaks, avec Dale Cooper qui se comporte bizarrement parce qu'en fait c'est le doppelganger envahi par Bob, et donc ils en arrivent à cette question de il faut qu'on se renseigne de ce qui s'est passé, et donc ils se mettent à enquêter là-dessus.
Et c'est drôle de se dire, c'est le début de l'épisode 7 de la saison 3, et c'est là, à ce moment-là, où on se dit, tiens, en fait, et si on faisait presque, on essayait de se raconter la suite manquante de la fin de la saison 2, en fait, quoi. Ouais, le Donc, Previously On. Ouais, une espèce de previously du coup, c'est rigolo parce qu'il nous fait ce cadeau de nous expliquer au mieux qu'il peut, de nous faire la suite directe de la fin de la saison 2. Sans flashback. Sans flashback, parce que c'est littéralement impossible. Tu peux très bien avoir un Kyle MacLachlan rajeuni dans une scène ou deux. Jamais il ferait ça. Voilà, c'est ça pas, serait- jamais il ferait ça. Il nous fait de cette manière ce cadeau de répondre à des mystères auxquels on ne pensait pas avoir la réponse, que sont devenus ces pages. Ces pages, il les utilise uniquement pour pouvoir relancer la grande question de mais il s'est passé quoi après cette fichue scène qui nous a tous hantés pendant 25 ans où l'autre rigole Who's Annie, Who's Annie, et je trouve ça fascinant que cette réponse nous est donnée par un acteur sur Skype. C'est-à-dire que c'est le même truc quand je disais qu'il fait comme il peut avec ce qu'il a. Il n'a pas Briggs, il se débrouille pour qu'il y ait Briggs malgré tout. Il n'a pas Bowie, Bob aussi, il arrive à se débrouiller. Il n'a pas Bob, il s'est démerdé en mettant une surimpression chelou quand il se regarde dans le miroir un peu plus tôt. À mon Philippe souvenir. Jeffries est régulièrement cité. Voilà, donc voilà. il se débrouille. Et là, clairement, tu sens que, comme la femme à la bûche, il utilise du mieux qu'il peut, avec ce qu'elle pouvait donner à ce moment-là, vu qu'elle était en train de mourir. Et pareil pour le médecin, ce personnage, l'acteur qui joue le médecin qui est le père de Frost déjà. Ah ouais, c'est le père de Frost, donc je pense que Frost a dû mettre cette petite scène histoire de. C'est surtout en effet, c'était le seul autre témoin que le shérif Truman de cette scène. L'acteur qui joue le shérif Truman ne veut pas être là. On sait pas pourquoi, mais voilà, il essaie de pas être là. Du coup, à la place, il a mis Robert Foster, où Lynch s'est dit, c'est trop bien, je mets un acteur que j'avais toujours voulu mettre et qui n'avait jamais eu sa chance, notamment dans Mulholland Drive, la série. Enfin bref, voilà. Donc c'est un acteur qui avait eu beaucoup de rendez-vous manqués avec Lynch. Et là, du coup, il l'a utilisé à ce moment-là. Et là, pareil, et du coup, le seul personnage qui peut intervenir pour raconter ce qui s'est passé après la fin de cette dernière scène de la saison 2, c'est ce médecin. Et il fait venir l'acteur sur Skype parce qu'il voulait. Je suis sûr que c'est parce qu'il y avait un côté, il voulait pas le déranger. Le mec, il habitait à l'autre bout. Il est décédé pas longtemps après. Ouais, peut-être qu'il y avait un truc de voilà, c'est trop compliqué de me faire bouger. En tout cas, j'aime beaucoup que Doc Hayward, on parlait de force du bien, Doc Hayward, c'était vraiment la bonté incarnée dans toutes les scènes avec Doc Hayward. On était sûr que il y avait au moins une bonne personne dans la pièce à partir du moment où il était là. C'était vraiment une des rares personnes non problématiques de Twin Peaks. Il n'y avait rien à dire sur lui. C'était un père en plus. Parce que les pères dans Twin Peaks sont souvent mauvais. Ouais. Donc, et de voir qu'il a une belle fin de vie, qu'il pêche dans un endroit qu'on imagine magnifique. J'aime bien cette fin pour Doc Hayward, qu'il ait une fin positive, contrairement à tellement de personnages dans Twin Peaks qui finissent pas forcément bien. Doc Hayward a le droit à son petit arc, pas son arc, mais il a le droit à une fin qui lui va bien, je trouve. Ouais. Et à nouveau, c'est tout bête, mais j'adore le fait. Enfin, je trouve ça trop beau que cette conversation est liée sur Skype. Je sais pas expliquer pourquoi. Attends, l'écran qui sort du bureau. Mais oui, c'est trop beau. L'écran qui sort du bureau, ça c'est génial parce que tout est en bois à Twin Peaks, même les écrans. Et je suis sûr que c'est né d'une contrainte, c'est-à-dire que c'était compliqué pour une raison ou une autre de le faire déplacer. Ou Lynch a construit un bureau et il voulait qu'il soit dans le film. Dans la série. Parce que Lynch construisait souvent des trucs dans ce genre, donc ce serait pas très étonnant qu'il ait construit un bureau avec un écran qui s'ouvre comme ça. Parce qu'il aurait pu arriver en tenue de pêcheur, il aurait pu penser à Pete, mais il aurait pu arriver de lui-même directement dans le bureau. C'est possible qu'il pouvait plus voyager à cet âge-là. Moi, je pense que c'est ça. Mais je trouve ça très beau comment Lynch, à chaque fois, a contourné l'obstacle quand il s'est retrouvé face à une contrainte comme l'acteur est décédé ou l'acteur est dans un mauvais état. C'est pas grave, on va se démerder et ça donne toujours quelque chose de très beau, je trouve. Mr. C serait allé voir Audrey, qui était dans un coma après l'explosion dans la banque. Donc on apprend enfin ce qui est arrivé à Audrey, parce que c'est vrai qu'Audrey n'a pas vraiment été citée depuis le début, alors que c'est quand même un des personnages préférés des fans. Et c'est la première fois qu'on apprend ce que Mr. C a fait en sortant de la salle de bain, quoi. Si on en croit... la réaction de Doc Hayward qui dit que quand il l'a vu, Mr. C s'est tourné vers lui et Doc Hayward dit « et j'ai vu ce visage à nouveau ». Et on ne sait pas ce qu'il veut vraiment dire par là.
mais je pense que c'était un ami proche de Leland. Donc quand il dit j'ai vu ce visage à nouveau, il a vu Bob à travers, sans le savoir, tu vois. Il a reconnu Bob dans Mr. C. On se dit, qu'est-ce qu'il a fait à Diane? Qu'est-ce qu'il a fait à Audrey? Est-ce qu'il fait juste la tournée de je vais visiter tous les love interests de Cooper dans sa vie? Et oui, ça met vraiment mal à l'aise en fait, tout ce qu'on pouvait craindre en voyant cette fin de saison 2, c'est encore pire, en fait, ce qu'on nous propose. Quand tu imaginais Cooper devenir Bob, etc., comme tu pouvais le voir à la fin de la saison 2, tu pouvais pas imaginer que Mr. C serait aussi fucked up, quoi. Bah c'est dit avec entre guillemets, gros guillemets, beaucoup de pudeur, mais c'est absolument affreux si on espèce de relier les pièces du puzzle. C'est un beau pied de nez au personnage d'Annie quand même, mine de rien, parce que tu dis qu'elle est citée, ok, mais ça se termine par Where is Annie? Sous-entendu, à l'époque, il y avait un côté la love interest de Dale, c'est Annie. Bon bah là, il n'est pas allé voir Annie, il est allé voir Audrey. Il y a vraiment un côté Annie, on s'en fout. Évidemment que c'est Audrey et Diane maintenant dans cette saison qui intéressait Cooper et donc Mr. C. Mais c'est tout. J'ai l'impression que ça leur a presque arraché la gorge de citer Annie, parce qu'on peut pas faire comme s'il avait pas fait la dernière phrase de Twin Peaks saison 2, c'était pas Where is Annie? Non, c'est How is Annie. How is Annie, pardon, bien sûr. Alors du coup, Frost, je sais pas, mais à mon avis, Lynch était pas très fan d'Annie, non? Bah, Annie, c'est un ajout dans la saison 2. Hein. Ouais, c'est pas lui. C'est pas Lynch, quoi. Ouais, contrairement à Audrey, quoi. Ouais, non, Audrey était écrite dès le début par Lynch et Frost, alors qu'Annie, je sais même pas si c'est Frost non plus. Hein. J'ai plus l'impression que c'est les gens qui géraient la fin de la saison 2 et c'est pas forcément génial. Je ne crois pas qu'on apprenne vraiment ce qu'est devenu Annie dans la saison 3. Tout ce que je sais, c'est que j'avais lu, je crois, dans le final dossier, que de temps en temps, elle est dans un coma et que de temps en temps, elle se réveille pour dire « I'm fine ». Parce qu'on demande « How is Annie ?» et elle répond « I'm fine ». À l'heure pile poil, presque, je crois, tous les jours, à l'heure de leur sortie de la loge à peu près, ou quelque chose comme ça. Et là, je dis ça vraiment de tête. Hein. Je suis à peu près sûr que c'est dans The Final Dossier. Et c'est pour te dire que Frost, en tout cas, n'avait pas oublié Annie, mais il lui a pas donné un sort très... C'est très cruel. C'est très cruel. C'est très, très, très cruel. Elle est coincée dans une boucle à répéter la fin de la saison 2 de Twin Peaks. Oui, et puis enfin, elle dit I'm fine, comme dit le chien This is fine dans Les Flammes. Ouais, voilà. Sur ouais. le même, tu vois. Ouais. Mais après, c'est une fille bien, Annie. C'était une fille gentille et tout. Donc, et puis une actrice qui était à la mode à un moment, Heather Graham. C'est très étonnant quand même qu'ils aient décidé de ne pas au moins essayer de la placer dans une scène ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, cette actrice. Heather Graham, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais elle était dans Austin Powers, elle était dans Boogie Nights, elle était dans plein de trucs, Heather Graham. Mais est-ce que je suis pas fou, on la voit à peine dans le final de la saison 2. Et Dale on la voit dans la chercher. On la voit dans la loge et je crois qu'on la voit dans les Missing Pieces ou dans Firewalk With Me, on la voit. Ah bon? Ouais. Ah ça c'est surprenant. Parce que moi j'avais l'impression que quand Lynch a repris les manettes, il s'est vraiment débrouillé pour le moins possible faire jouer cette actrice, même s'il assume que le personnage existe. Si, il y a la scène, justement, qui est vachement liée à ce dont on est en train de parler. Ouais. Il y a la scène où Annie dit à Laura le bon d'elle est dans la loge, marque-le dans ton journal. Donc c'est bien dans Firewalk With Me qu'il y a cette scène. Oui, parce qu'il pouvait pas faire... Enfin, moi, je suis pas plus surpris que ça qu'il ait voulu s'en débarrasser. Non, moi non plus, il y a beaucoup de personnages. Hein. C'est comme Chet Desmond qu'on voit par Chris Isaac dans Firewalk With Me. Tu vois, il disparaît, son personnage d'agent du FBI qui apparaît dans Firewalk With Me. Et lui non plus, il n'y a plus de référence à lui, alors que le gars est sûrement dans la loge, mais il n'y a pas de référence à lui, quoi. Je pense que, vous l'avez dit dans un précédent épisode, le seul personnage de cette période où Lynch s'est barré, qui l'a ramené, c'est celui joué par David Duchovny. C'est Denise, ouais. Ouais, c'est Denise. Et son propre personnage de Gordon Cole aussi. Oui, mais je pense que Denise est arrivé quand Lynch n'était pas totalement disparu, parce qu'il est dans les épisodes où il y a Denise, Gordon Cole. Donc, en tout cas, même vocalement. Donc, il était quand même... voilà. Mais ce qui est arrivé après, ça, il ne voulait pas en entendre parler, je pense. He turned and he looked at me and saw that strange face again.
Pendant ce temps, Andy s'occupe de l'affaire de l'enfant écrasé et on lui pose un lapin. Il est resté une demi-heure debout à attendre sur la route. Et je crois, sans me tromper, que cette plotline ne mène nulle part. Absolument nulle part. Je crois, hein, si je me trompe pas. On ne sait pas qui est ce mec qui lui a donné rendez-vous à 4h30 et qui n'est jamais venu. On sait juste qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. On peut se dire que Dick lui a rendu visite et l'a tué, Richard. Mais on n'a pas vraiment... Ou alors j'ai complètement oublié ce qui se passait par la suite, mais je suis à peu près sûr que ça ne mène nulle part. Et on verra, mais moi je trouve ça assez génial parce que moi ce que j'aime bien c'est Andy, je trouve qu'il sonne très sérieux dans ses scènes. On dirait vraiment qu'il essaye d'être Serious business. Ouais, il essaye vraiment de faire bien son job, il est très... Mais c'est vrai que factuellement, tu regardes ce qu'il fait, il est complètement con en fait. Oui. C'est très Andy. Il y a un mec qui est... C'est évident qui cache quelque chose. Qu'il fallait pas accepter ce que demandait le mec. Il est trop bon, trop con. D'ailleurs, il a une très belle montre Andy qui coûte cher apparemment. Ah. Et je me demande comment Andy a réussi à se payer une montre pareille. Est-ce Mais- que c'est la pension de Dick Tremaine pour le fils, pour Wally? Moi, j'aime beaucoup ce truc de Andy veut assurer, se donne vraiment l'apparence de ça, mais dans les faits, si tu réfléchis, il est complètement con. Oui. Et en plus, ça se fait en 2 scènes, et là, c'est le seul moment où ces 2 scènes sont très espacées dans l'épisode. Souvent, il y a vraiment le moment Doogie, le moment Mr. C, le moment Twin Peaks. Mais c'est parce que là, il y a vraiment une timeline. Hein. C'est qu'on peut regarder à quelle heure tout se passe dans Twin Peaks The Return. C'est fascinant à ce C'est niveau-là. vraiment, il n'y a aucune scène qui se passe avant. Il y a des flashbacks par Ouais. la suite. Mais si je me trompe pas, on est quasiment dans une timeline vraiment linéaire, quoi. Jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Mais... Quand tu vois la scène avec Doogie dans cet épisode, il assumait que ça se passe plus tard dans la journée que ce qui se passe avec le FBI. Je sais qu'il y a un moment où il fait nuit alors qu'il est censé faire jour ou un truc comme ça. Donc à mon avis, il doit y avoir des... Je pense qu'il y a la tricherie quand même. Ouais, il doit y avoir des tricheries, mais au final, ça tient quand même assez debout. Au Great Northern Hotel, Ben et sa secrétaire cherchent l'origine d'un bruit étrange qui sonne un petit peu comme du cristal, un petit peu, hein, le même genre de bruit. Et le bruit semble avoir commencé quand Cooper est sorti de la loge, mais on sait tous qui c'est de toute façon. Bah, c'est Jodie. C'est Josie. Josie, pardon. Bien sûr, c'est Josie. Bah, On parle pas de Jodie, on parle de Josie. On parle de Josie. Oui, très probablement. En tout cas, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, je pense. Mais on s'en fout presque, en fait. C'est pas la question. Ce qui est le plus important à ce moment-là, je trouve, c'est de montrer Ben Horn rendre complètement folle Son assistante. Son assistante, ouais, je sais pas c'est quoi son assistante, ça doit être le bon terme, qui clairement a envie de lui sauter dessus, quoi. Clairement, et lui, soit il s'en rend bien compte et il fait comme si de rien. Il s'en rend compte, il fait comme si de rien. Ouais. Ouais. Soit il a, mais clairement c'est plus son problème, c'est plus son, et ça le rend, je pense, encore plus séduisant d'une certaine manière de cette façon. Je trouve qu'il y a une alchimie entre les deux acteurs. On sent qu'ils s'amusent, que c'est Lynch qui leur a dit « Vous cherchez un son dans la pièce Ok, là le son il est dans le coin. » Et tu vois, ils vont dans le coin. « Ok, maintenant vous regardez droit dans les yeux et vous dites rien. » D'accord. Il y a vraiment ce sentiment-là de deux acteurs qui sont en train de jouer pour Lynch et ça se ressent, tu vois. Oui, après il a demandé à cette actrice fais tes yeux Merlan Free. Ah oui, bien sûr. Enfin vraiment t'as envie de le manger, quoi. Elle est Ashley Judd te regarde comme ça, je pense que ça te laisse pas de marbre. Ah mais puis c'est elle. Oui, c'est Ashley Judd. Ah mais oui, mais je l'avais pas reconnue, j'avais oublié. Je me disais bien, elle me dit quelque chose, mais bien sûr que c'est elle. Oui, bon, encore une femme incroyablement sublime par rapport à, et beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune surtout. Que ce bon vieux Ben. Ça n'existe pas les moches dans Twin Peaks. Non, mais en fait, elle représente typiquement la femme lynchienne et Twin Peaksienne précisément, je trouve, dans les scènes qu'elle a là. Elle est extrêmement dans la séduction et à la fois presque de la caméra et d'un personnage en l'occurrence à ce moment-là. Elle est incroyablement belle mais très presque irréelle, quoi. Et après elle arrive parce que la scène suivante c'est elle va rejoindre son mari et là retour à la réalité
elle est mariée à un gros loser. Ah, Et- surtout un mec qui est malade. Oui, un mec qui est malade mais qui du coup Ah, est dans la loose. le pauvre. Loser dans Il le a sens- sûrement le cancer Bah, ou un truc comme ça, ou la loser dans le- leucémie. Oui, mais du coup, ça le rend méchant, ce qui est tout à fait Oui, crédible il d'une est, certaine manière. Parce que il est un peu aigri, oui. c'est un Ça- truc qui arrive beaucoup chez des gens qui des gens sont aigris de ce qui leur Ah, arrive ils et, vont mourir, vraiment je suis personne pour juger parce que Moi, je je pense trouve que que- c'est pareil. Je trouve que ce qui est très intéressant dans ces deux scènes, c'est qu'on a toujours cette impression que Twin Peaks The Return ne fait plus de soap opéra. Et là, c'est du soap opéra, quoi. Tu Oui, vois. mais À 200%, on apprend que donc lui, il ne veut pas il ne veut pas être avec elle parce il a trop fait de mal aux femmes dans son passé. On parle même de Laura Palmer, à un moment qui est même cité. Elle a envie d'être avec un homme qui est peut-être un peu plus vieux, mais qui lui montre de l'intérêt, qui a un peu plus de joie de vivre. Et ensuite, elle rentre et tu te rends compte que non seulement elle est mariée, mais elle est mariée à quelqu'un qui est peut-être aux portes de la mort. Donc, le tromper avec Ben, ce serait peut-être l'ultime péché au final, quoi, de tromper quelqu'un qui est aux portes de la mort. C'est pas génial avec ton patron. Et pour moi, ça pue le soap opéra, quoi. Ça pue Twin Peaks saison 1. C'est du Twin Peaks pour moi. oui, mais là où je voulais en venir, ça va avec ce que tu dis. Hein, là où je voulais en venir, c'est que là, soudainement, c'est une femme en colère. C'est-à-dire qu'il décide de montrer son problème avec son mari par le fait qu'elle l'engueule. Ouais, elle en a Elle marre. l'engueule et en effet, elle est figée, elle est debout face à lui parce que lui aussi, il peut pas bouger, il est fixé. Donc elle est droite comme un i et elle l'engueule. Et as-tu remarqué que c'est une figure qui revient tout le temps en fait? La femme en colère. On a dans ce même épisode, Naomi Watts est littéralement Ah oui, c'est ça, dans Mais cette ça- colère avec à côté son mari qui a l'air Qui d'un dit rien. couillon qui Bah, ne il y a dit Frank rien. Truman et sa femme aussi. Voilà. il y a Et beaucoup il va aller d'exemples. et voilà, et je peux pas en dire plus, mais le summum de ça arrive. Mhm. Voilà, ceux qui savent. Et honnêtement, c'est l'un des trucs sur lequel je ne sais pas trop quoi penser. Sur Twin Peaks The Return, cette figure récurrente de faire jouer ces femmes qui sont ultra énervées contre des mecs qui ont l'air un peu couillons. Bah, ça, j'en ai parlé. Excuse-moi. Oui, bien sûr. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Peut-être qu'il est même pas encore Ok. sorti, je pense, où je parlais de ce cliché du sitcom, de ce cliché où en fait il y a un mari un peu bené et la nagging wife entre guillemets. Loïs et Al dans Malcolm, quoi. Ça peut être vu comme ça, tout à fait. Moi, j'avais aussi Honeymooners qui me vient à l'esprit des années 50, où c'était souvent la femme qui est prise de tête et le mari qui fait « Oh, ma femme, oh là là, j'en ai marre de ma femme ». Tu vois, ça, c'est un truc qui revient toujours. C'est Homer Simpson et Marge Simpson aussi, si tu vas par là. Tu vois, si tu regardes un petit peu, il y a beaucoup, beaucoup de couples dans la pop culture qui sont basés là-dessus. Et ça, je pense que c'est Lynch qui a grandi avec la télé des années 50, 60 et qui aime bien ça, en fait, qui aime bien cette dynamique de couple. Mais en fait, là où moi je suis partagé, c'est que tu peux le voir d'un point de vue presque féministe en disant bah voilà, il montre des femmes qui sont asservies par des mecs médiocres. Ouais. Bon là tu dis il est malade le pauvre, mais Ouais. il n'empêche qu'elle est bloquée par ce type qui était peut-être un médiocre de base et qui maintenant elle est coincée avec lui parce que justement il est malade et elle peut rien faire. Et il y en a beaucoup des comme ça. Et tu dis, en plus voilà, sur des femmes incroyablement belles, puissantes, mais qui ont vraiment les ailes coupées quoi par ces situations. Mais à force justement de les bloquer dans des plans où elles ne font que s'énerver à faire un espèce de monologue, d'engueulade, et de pas aller au-delà de ça, évidemment. Et après, ça n'a pas de suite. Et à nouveau, il va faire ça avec un autre personnage plus tard. Où moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, tu veux en venir où quoi? Et il le fait aussi avec la femme de Frank Truman qui vient régulièrement Exactement. pour rigoler. Pour parler d'un personnage qui a Ouais. déjà d'une scène qui a déjà eu lieu, qui n'arrive pas plus tard mais qui a déjà eu lieu. Exactement, il y a cette scène là où en plus cette fois on est plutôt du côté de Truman parce que Truman pour le coup c'est plutôt un bon gars. Mais on avait aussi cette dynamique avec Nadine et Big Ed un petit peu aussi. Où Nadine a été tout le temps en train de lui prendre la tête, hein, on peut le dire. Oui, mais elle était fun. Ouais, mais Elle était pas du fun, point de vue de et Big puis Ed. oui, bien sûr, mais le personnage était il y avait des moments Ouais. rigolos avec elle et puis même Ah elle non, allait- sinon Pete Martell et sa femme aussi, Catherine. Oui, et pareil, Catherine était fun. Ouais. Et ils avaient une Mais dynamique, et ils se C'est renvoyaient. vrai c'est quand même un truc qu'il y avait dans les premières saisons. Ils se renvoyaient des pics, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment, c'est presque
trop premier degré en fait, d'une certaine manière. Justement, c'est là où le côté soap opéra a un peu avant était dilué par un côté un peu humoristique, un peu piquant, un peu rigolo. Là, je trouve que c'est quand même le cas. Tu trouves ça rigolo cette scène par exemple? Non, pas celle-là. Non, je suis pas complètement taré non plus. Non, je parlais plus des scènes, par exemple, avec la femme de Frank Truman qui vient, qui lui hurle des trucs à la tronche. Ça marche bien, quoi. Tu vois. Oui, dans cette scène-là. Et Jenny, elle est géniale. Oui, non, mais Jenny, ça marche très bien parce que Doogie est Doogie en fait. Ouais. Pour moi, là, toute cette scène, Ben Horne, son assistante, son mari, etc., pour moi, c'est du soap opéra à 200%. Ça pourrait être dans Les Feux de l'amour. Ce serait pas choquant. Tu vois, si t'avais le même éclairage que Les Feux de l'amour un petit peu, ce serait pas, il y aurait rien de choquant. Bon, ce serait un peu étrange que deux personnages se mettent à essayer de trouver un son dans une pièce. Je sais pas s'ils feraient ça dans un soap opéra, mais. Ah non, en fait, Ben Horne représente totalement l'anti-soap opéra pour moi dans son intrigue, c'est-à-dire qu'il n'en a pas. Ben Horne est là dans la série, mais il ne sert techniquement à rien. Il n'a pas d'enjeu, Ben Horne. Et même quand il pourrait en avoir un... C'est l'antagoniste quand même. Non, mais dans cette saison 3, j'entends. Ah, dans la saison 3 Oui. Non. Dans cette saison... presque en fait, quand tu réfléchis, la plupart des personnages n'ont pas d'arc dans Twin Peaks. Ben Horne est le personnage le plus soap opéra-esque de deux premières saisons, ça y a pas de souci. Mais dans cette saison 3, il n'a aucun enjeu et il n'a aucun et justement cette femme est presque en train de l'inviter à venir le rejoindre dans une intrigue de soap opéra en mode viens, tu deviens mon amant et c'est terrible parce que mon mari est malade. Lui, il est là genre non, j'ai déjà donné. Non, rien à foutre, il ne veut pas. Et même son frère a un enjeu, il est perdu dans la forêt, il doit se retrouver, donc il doit retrouver son chemin, donc c'est un enjeu extrêmement ténu, ça va pas aller beaucoup plus loin, mais il a un enjeu. Ben Horne, je trouve que c'est là où je dis qu'il est l'antithèse du soap opéra à ce moment-là, et du coup cette scène me fait pas penser à une scène d'opéra, c'est une scène entre gros guillemets gratuite qui n'a pas but à créer de la dramaturgie, c'est vraiment juste ultra apaisant en fait. C'est à ça d'être une scène un peu c'est peut-être la scène qui me fait plus penser à la méditation. Tu parlais beaucoup de la méditation, moi j'ai envie de méditer. Bien sûr, parce que déjà il y a le son. Bien sûr. Déjà le son, je sais pas si c'est un son qu'ils utilisent pour la méditation, mais je peux bien imaginer ce genre de son un peu vraiment qui pourrait être aussi vu comme un peu le bruit du vent, hein, d'un certain point de vue aussi, le vent qui siffle. Et dans le film Laura, je sais pas si tu l'as vu, d'Otto Preminger de 1944, très très bon film qui est un des films préférés de Lynch. Ouais. Il l'a mis dans son top 10 des films à voir et on en avait parlé sur le Patreon si ça vous intéresse. Dans le film, si je me rappelle bien, j'ai vu cette info et je suis pas allé vérifier le film, hein, je suis désolé. Dans le film, il y a un moment où donc le personnage de Laura, c'est une femme que tout le monde pense morte, mais qui revient. Et il y a ce personnage d'enquêteur qui est devant son portrait, le portrait de Laura, et il s'endort. Et là, il y a une sorte de bruit qui ressemble vachement à ce bruit-là. Et Laura apparaît. Et on ne sait pas vraiment pendant le reste du film s'il rêve de Laura ou si Laura est vraiment revenue. Ils sont dans une pièce, ils parlent de Laura Palmer, il y a ce son, il y a le côté rêve, bien sûr, que Lynch adore. Ça donne envie de regarder Laura. Je vous conseille de regarder Laura d'Otto Preminger si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est un excellent film. Et ce serait pas étonnant de la part de Tonton Lynch d'avoir mis ce genre de références, parce qu'il met tellement de références au Magicien d'Oz, à Sunset Boulevard. Ce serait pas étonnant qu'il y ait une référence à Laura, puisque Laura Palmer est nommée après ce film, de toute façon. Room 315. I think that was the room where Agent Cooper was shot. Who's Agent Cooper? FBI. He was here, I don't know, maybe 25 years ago, investigating the murder of Laura Palmer. Who's Laura Palmer? Oh, that, my dear, is a long story. À la Roadhouse, quelqu'un passe le balai. Il fait bien son taf. On a déjà assez parlé comme ça de cette scène. Il fait très bien son taf. Oui, c'est une scène culte. Mais la scène n'était pas dans le script, c'est juste Lynch qui a décidé de la filmer comme ça, voilà. L'inverse aurait été très. Ce serait très étonnant que Frost ait mis ça dans le script. Enfin, j'imagine que parce que j'avais oublié que cette scène, je croyais que c'était une scène où il y avait juste le ballet et cut. Non, il y a un coup de fil. On a un coup de fil avec Jean-Michel Renaud, donc cette scène devait être écrite quand même. Il y avait oui. Donc on rencontre Jean-Michel Renaud qu'on avait vu rapidement dans 2-3 scènes précédentes, mais de loin,
qui est incarné par le même acteur qui jouait Jean Reno. Non, Jacques Reno. Il jouait Jacques Reno. Il y a 3 ou 4 Reno, donc il va falloir m'aider là. Parce que Mais c'est le même, alors c'est pas... Non, lui, c'est pas le même. Parce que jeune, non Jack est mort, Jean est mort, et lui, c'est Jean-Michel Reno, mais c'est le même acteur qui jouait Jack, qui jouait Jacques Reno, je crois. Et donc, cet acteur, je le trouve génial. Ouais. Je l'ai toujours trouvé génial dans Twin Peaks. Je trouve qu'il a vraiment... il vend vraiment le côté dégueulasse du personnage. Vraiment un odieux personnage. Et là, on a la confirmation, puisqu'ils se vendent plus ou moins que le business familial de prostitution existe depuis 57 ans, que c'est des mineurs, mais c'est pas grave, c'est des mineurs qui sont premières de leur classe. T'as vraiment l'impression que oui, on se focalise sur autre chose, mais tout ce qui gangrénait Firewalk With Me et tout ce qui gangrénait la vie de Laura Palmer existe encore à Twin Peaks. C'est encore là, on n'en parle pas, mais les mineurs qui se prostituent à cause de la famille Renault, c'est encore là. Et tout ce qu'on voit à la Roadhouse, super, il y a tel groupe, il y a tel chanteur, c'est trop bien la Roadhouse. Derrière la Roadhouse, quand tu grattes un petit peu, tu grattes la peinture, t'as ce gros dégueulasse de Jean-Michel Renaud. Et là, c'est une bonne piqûre de rappel, en fait, de te dire que non, le mal n'a pas disparu. Twin Peaks, c'est pas juste les tartes à la cerise, ça continue à exister via les Renault qui sont là depuis 57 ans, apparemment. Après, c'était, je trouve, déjà très clair avec le personnage de la fille de Bob et Shelley, oui, la drogue, tout ce qui tourne autour de la drogue. Amanda Seyfried. J'étais sur la fille de Bob. Bobby et, Bob a et Shelley, qui est donc jouée par Amanda. Oui, il y a elle, il y a le personnage de Red, il y a même Richard. Richard qui se drogue. En fait, il y a tout ce qui tourne autour de la drogue était là. Dans les épisodes précédents, mais c'est la première fois qu'on nous parle quand même de prostitution, de mineurs qui sont à l'école, qui sont au lycée. C'est la première fois qu'on remet les mots qu'on n'entendait plus depuis Firewalk With Me, quoi. Que là, c'est la première fois qu'on les entend vraiment. Oui, mais pour moi, c'est à ce moment-là où quand même The Return reprend plus l'esthétique de Firewalk With Me que de celle des 2 premières saisons. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus le vernis, quoi. Il y a vraiment le côté, on est plus frontal sur le fait que cette ville est quand même pourrie jusqu'à la moelle, en fait, quoi. Mais on a aussi regardé le Double R, les tartes à la cerise, regardez le Sheriff Department, ils n'ont pas changé, c'est tous les mêmes. Et regardez à la Roadhouse, ça n'a pas changé non plus. Il y a toujours les Renault. Et c'est vraiment des belles ordures, quoi. Et on les aime pour ça, j'adore cet acteur. Ôte-moi d'un doute, il revient. On le voit dans les... Dans The Return, il revient plus On tard. le revoit dans la Roadhouse, je crois, mais juste derrière le comptoir. Oui, derrière le comptoir. Je crois qu'il a pas c'est le seul moment où il a un dialogue. Je crois que c'est... Donc c'est vraiment, en effet, comme tu dis, juste une petite piqûre de rappel. Mais vraiment. Il ne sert pas, entre guillemets, narrativement, dramaturgiquement, à autre chose que cette piqûre de rappel. Juste pour nous dire, rien n'a changé depuis Firewalk With Me. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est... Et en plus... À nouveau, mine de rien, on va quand même remettre une petite pièce là-dessus. Faire cette scène, je trouve que c'est intelligent d'avoir gardé au montage ces 2 minutes sensation plus de balayage, parce que on est dans presque un état second quand soudainement ce type répond au téléphone et dit... Il cache l'ambiance, quoi. Et vraiment, soudainement, retour à la réalité. Et ce retour à la réalité aurait peut-être été autre que si ça faisait pas 2 minutes qu'on était en train de se dire on va où là, et qu'il y a eu l'appel direct. Ouais, et puis même je trouve que pour les gens qui sont un peu sur le spectre ou qui ont des OCD ou des trucs comme ça, voir un mec balayer, il y a un côté rassurant. Parce qu'en plus il balaye bien, le gars, il prend vraiment tout. En plus j'ai remarqué que c'était des mégots de cigarettes, alors qu'on nous a clairement dit qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la Roadhouse. Ah non, mais par contre, parlons-en, elle est dégueulasse, le sol. Mais t'as vu le nombre de personnes qu'ils ont quand même, tous les soirs. En même temps, ils ont des artistes... Ouais, mais on est comme justement tu dis que ça se fait... Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les chromatiques, excuse-moi. Comme on est en début de soirée, c'est pourquoi ils ne balayent que maintenant. Bon bref, ça c'est... Tu nitpick là. Après des très beaux plans sur les arbres, The Trees, l'épisode se termine sur le Double R et son ambiance, son atmosphère, un endroit suspendu dans le temps, à tel point que beaucoup de gens pensent qu'il y a 2 timelines dans cette scène.
T'es pas au courant? Ah non, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as remarqué que donc il y a un plan fixe? On voit Shelly, on voit Norma, on voit les clients sur la gauche comme ça. Et il y a un mec qui entre et qui dit « Quelqu'un a vu Billy ?» C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a vu Billy? Et il referme la porte avant même d'avoir entendu la réponse, tu vois. Il fait juste ça, il referme. Tu vois un peu Shelly qui a l'air confuse, qui regarde Norma, genre ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, on change de plan et on est de l'autre côté du comptoir et c'est plus du tout les mêmes clients. C'est-à-dire que c'est soit la plus grosse faute de raccord de l'histoire, soit on nous montre deux temporalités d'une certaine manière. Et ça, il y a des fans qui s'accrochent vachement à cette scène pour nous dire que dans Twin Peaks, il y a deux temporalités, toute l'histoire des deux mondes et tout. Et que cette scène est la preuve de ça. Et moi, j'aimerais y croire, hein, j'aimerais vraiment vous dire ça, mais en même temps, apparemment, Lynch a décidé de faire ça un peu dernière minute dans le montage et Frost n'est pas au courant de pourquoi. Il a dit « je ne sais pas pourquoi ». En tout cas, s'il y avait une grande raison, je serais au courant. Et il a dit « je pense pas que ce soit pour montrer quoi que ce soit ». Mais Lynch et Frost ne sont pas les mêmes personnes, donc Lynch avait peut-être des idées derrière la tête. Et ouais, donc c'est très étrange. Je vous conseille de regarder cette scène et de mettre pause sur le premier plan, regarder tous les clients qu'il y a autour du comptoir, etc. Et dans la deuxième scène, remettez pause et vous allez voir. Je suis sûr que c'est deux temporalités différentes, mais par contre, ce qui est génial, c'est que je suis sûr que l'idée n'était pas de créer ces théories-là ou je sais pas quoi. Moi, ma théorie, là, comme ça, ce plan où quelqu'un a vu Bobby, machin, il a claqué la porte et normalement devait à ce moment-là, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est là que les crédits commencent. Oui. Et devait à ce moment-là, le plan devait continuer une fois que le mec est parti et devait y avoir les crédits. Et il y a une erreur de script ou je sais pas quoi, mais le plan, ils ont découpé trop tôt. Ils avaient pas. Donc du coup, au montage, ils ont dit merde. Moi, je pense que comment on fait? C'est un truc technique, ouais. Ils avaient un autre plan dans le même genre qu'ils avaient tourné, mais à un autre moment. Ils se sont dit, bah, on n'a qu'à mettre ce plan-là à la place parce que lui, on s'en sert pas ailleurs et il dure le temps qu'il faut pour faire l'ensemble des crédits. Et voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout simplement ça. Et c'est génial que ça ait créé des théories comme ça parce que peut-être que j'ai tort. Hein. J'arrive pas à retrouver la scène sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de scènes de The Return sur YouTube. Bah, sûrement pas celle-là. En plus. Elle a fait tellement parler cette scène. Ah, mais c'est marrant parce que moi, quand je l'ai vu cette scène, la seule remarque que je me suis fait, c'est l'épisode n'est pas parfait parce qu'il ne termine pas sur un concert. Parce que pour moi, Twin Peaks. L'un des trucs que je préférais, c'était avoir le droit à un live enregistré d'un groupe qu'aime Lynch. Et souvent, il y a des groupes que soit j'ai découvert, soit qui font plaisir, qui apparaissent. Et donc, du coup, les quelques rares épisodes où ça n'arrivait pas, j'étais toujours un peu frustré. Donc là, moi, c'est surtout ça que ça m'a créé. Damn good coffee. Eh bien, écoute, peu importe dans quelle timeline on est, j'ai passé un très bon moment à parler avec toi. C'est dommage que Charlotte n'était pas avec nous. Bah oui, c'est sûr. Et oui, bah écoute, c'était super agréable. À nouveau, c'était quand tu m'avais dit, est-ce que tu veux venir sur l'épisode 7 ? Dans ma tête, je me disais, j'ai pas le souvenir que ce soit l'un de mes épisodes préférés, parce que forcément, si je réfléchis à mes épisodes préférés, j'ai les 4 premiers, les 4 derniers. Le 8 est plus random entre guillemets, mais j'ai un grand souvenir de l'épisode 11 aussi, et donc je me disais le 7 il fait pas partie de ce top 10 improvisé en gros. C'est le calme avant la tempête. Ouais, tu vois ce que mais je veux dire. en fait quand je l'ai revu, je me suis dit mais en fait il y a pas de mauvais épisode sur lequel tomber, ils sont tous bien en fait. Donc en fait même si c'est pas peut-être le plus marquant, ça reste un épisode génial en soi. On apprend quand même beaucoup de choses sur ce qui s'est passé entre la saison 2 et la saison 3, et ça c'est plutôt rare dans The Return. Donc on a ça, on a référence à Annie, à Audrey, on sait un peu ce que Mr. C a fait, on apprend à connaître un peu plus Diane. Non, et puis il y a épisode très Twin Peaks. Ouais, et il y a des images cultes, quoi. Lynch qui siffle devant la bombe atomique, le ballet, et même des scènes très anodines comme Ben Horn avec le sifflement. Moi, c'est des. I think I'm high. Beaucoup de scènes qui m'avaient marqué l'air de rien. Et puis quand même si elle avait été déjà apparue, c'est la vraie caractérisation du personnage de Diane, et quel personnage, quoi. Donc très bon épisode. Fred, merci beaucoup à toi d'être venu. Bah merci de m'avoir invité. On peut te retrouver où ?
Me retrouver où Instagram. Oui, si, c'est surtout devenu depuis que Twitter /X est devenu une horreur absolue, je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux parce que c'était mon addiction sur les réseaux sociaux était là-dessus. Donc depuis que je me suis barré, comme tous les gens plutôt sains d'esprit et qui n'a pas de trucs à vendre, j'ai plus trop de réseaux. Je suis donc scénariste et des choses sur lesquelles je bosse qui enfin vont sortir. Là, il y a notamment une série qui s'appelle Pécheresse sur OCS qui va sortir, sur lequel j'ai une série de Charles Sanson sur lequel j'ai bossé. Donc voilà. Dans le prochain épisode, que dire? Aïe, aïe, aïe. Dans le prochain épisode, pas comme Tielman va nous rejoindre pour parler de l'épisode 8 de Twin Peaks The Return. Et j'ai hâte. Préparez-vous pour 4 heures d'épisode, hein, Ouais. je préviens. Les quelques rares personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'épisode 8 doivent se douter s'il n'y a pas comme, c'est que c'est pas n'importe quel épisode. On me demandait pourquoi est-ce qu'on spoile pas, et en fait c'est parce que je reçois souvent des messages de personnes qui découvrent Twin Peaks et qui écoutent le podcast en même temps. Et donc bienvenue si c'est le cas. J'espère que vous passez un bon moment sur Twin Peaks The Return. Et puis en même temps, ça nous permet de nous concentrer sur l'épisode tel qu'on le voit. Et si on commence à partir dans ce qui se passe dans les épisodes d'après, etc. Déjà, on va faire des épisodes de 4 heures. Et ensuite, on va tout dire en 3 épisodes, en fait. Oui, non, bien sûr. C'est beaucoup mieux de distiller un petit peu le... Ouais, après, bonne chance pour demander à Pacom de ne pas spoiler. On a réussi à le faire 1 ou 2 fois. Je pense qu'on peut le faire. Parce qu'il était venu pour l'épisode 7 de la saison 2, juste avant toi. Et toi, tu es venu pour le 8 ou le 9, je crois. Oui, et il n'avait pas spoilé, mais après, on avait fait le dernier épisode de la saison 2 et Firewalk With Me ensemble, et je crois qu'il n'avait pas spoilé The Return une seule fois. Bon, je m'excuse d'avance si on se retrouve à spoiler. Mais on l'aime pour ça, Paco. À la prochaine, les amis. Salut, salut. Tu peux dire au revoir. Au revoir. Hey! Anybody seen Billy? Can you make noise? Keep making noise. Make some crying noise, some sad, loud crying noises. Don't be happy. Don't be happy. No, it's too happy.